Tout le monde, bienvenue dans ma chambre. Alors, aujourd'hui, on va parler de Tortue Ninja. Donc Tortue Ninja, ce que moi je connais de Tortue Ninja, ce que j'aime, comment j'en suis venu, enfin comment j'ai connu ça, en quoi c'est une bonne part de mon enfance à moi, et un petit peu ce qui est venu après, ce que j'aime pas et pourquoi j'aime pas, par exemple. Enfin tout ça quoi. Donc, les Tortues Ninja. Donc on va commencer par comment moi je les ai connus. Donc moi je les ai connus avec le dessin animé qui est pile poil dans l'âge où je regardais ce genre de choses. Et qui, avec le recul, c'est pas si formidable que ça. Mais quand j'étais gamin, j'étais à fond dedans. C'est sûrement ça qui m'a donné un petit peu le goût de tout ce qui est arts martiaux, ninja, à la sauce Hollywood et compagnie, quoi. Et un peu plus tard, il y a eu le film, et le film, c'était une grosse claque. Et aujourd'hui encore, ça reste un film, un de mes films préférés probablement, et un super bon film. En plus, il me semble un des films considérés comme indépendants les plus chers de l'époque et tout ça. Et franchement, même aujourd'hui, les trucages n'ont pas à rougir. Et après, tout ce qui est venu ensuite, les nouvelles séries d'animés que j'ai pas trop suivies, que j'ai rattrapé un peu plus tard. Il y a eu un film en animation, pas le film de Michael Bay et compagnie là, mais un film en animation en 3D, enfin en image de synthèse, qui était pas mal, qui se passe après la série de films de base. Il y a eu, oui, dans la série de films de base, il y a eu le 2 qui était correct et le 3 qui est un petit peu nul, même si ça se passe au temps des samouraïs, donc il y a un petit côté kiff, mais déjà on n'y croit plus, quoi. Il n'y a plus l'ambiance glauque, le côté. Bah, le premier film s'est beaucoup basé sur l'ambiance de Batman, le film de Tim Burton, et comme la BD d'origine c'était beaucoup basé sur le run de Miller de Daredevil, on retrouve cette ambiance un petit peu sombre, un peu dark, et en plus le film se base beaucoup sur l'intrigue de la toute première BD. Donc, on va parler de la toute première BD. Donc déjà, je vais lire Wikipédia, hein. Donc c'est des personnages créés par Kevin Eastman et Peter Laird en 84. Ils ont sorti leur comics. Il me semble qu'ils avaient juste fait des impressions, des scans imprimantes. Ils en avaient fait un max pour essayer de le vendre comme ça de la main à la main. Et c'est parti très très vite. Et c'est d'un run unique qui était censé se terminer, quoi. C'est devenu toute une série de gros bouquins. Enfin, aujourd'hui, elles sont rééditées en gros volume. Et dans le premier, Shredder meurt, et après, il y a énormément d'autres personnages qui viennent, dont une race qui va devenir Krang dans le dessin animé après. Des espèces de non pas des tyrannosaures, des tricératops humanoïdes et tout. Enfin, il y a plein de trucs qu'on va d'ailleurs retrouver un peu dans le jeu vidéo, et qui, du coup, à l'époque du jeu vidéo sur NES, on comprenait pas pourquoi il y avait ce genre de personnages-là, alors qu'en fait, ils sortent de la BD originale. Donc, la BD originale, celle qui est sortie donc en 84, ça ressemble à ça. Donc, comme on voit à l'époque, bon, c'est tout en noir et blanc, hein, mais comme on voit à l'époque, les tortues, elles ont toutes le même bandeau, le bandeau rouge. Bonsoir Yann. Bonsoir Draculaxi. Et donc, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, la BD d'origine, ce qui, moi, reste quand même assez inégalé, en fait, en ambiance, même si les dessins, bon, c'est pas des pros quoi, en fait, mais je trouve que ça donne un style qui est quand même assez ouf. Donc hop, la première ouverture, et donc dans l'intro, donc moi je l'ai en ricain parce que à l'époque où j'ai commencé à les choper, c'était quasiment introuvable en français. Depuis, c'est plus facile à trouver, et quand on regarde, en fait, ce côté sombre, il y a plein de trucs qui sont repris de la BD directement dans le film. Nous, on pensait que le film il se basait beaucoup sur le dessin animé. En fait, le film, il se base beaucoup plus, donc à part pour les trucs de couleur qui ont même été repris dans la BD, hein, rouge, orange, violet, bleu. Mais il y a beaucoup de trucs qui viennent directement du film. Genre, par exemple, là, on a la scène qui a été reprise dans le film, où on voit Splinter, quand il était encore jeune, s'entraîner dans sa cage à reproduire les mouvements de son maître. Donc, ça qui a été repris quasi tel quel dans la série, dans le film, pardon. Donc, le méchant qui s'appelle Orokusaki, comme dans le film, encore une fois. Et là, on voit
Donc, en quoi c'est un plagiat assumé, enfin une sorte de satire assumée de comment dire, de Daredevil, parce que là, on voit Daredevil qui se prend le mutagène dans les yeux, et hop, qui roule, qui va dans les égouts, et les tortues qui se prennent le mutagène. Donc il y a ce petit côté, c'est le même produit chimique qu'a fait Daredevil et qu'a fait les Tortues Ninja. Donc c'est un petit clin d'œil, mais on sent qu'il y a ce côté-là, ce côté, ils se foutent un peu de la gueule de Daredevil à cette époque qui était hyper sombre, hyper sérieux et tout ça. Donc ils gardent le même côté hyper sérieux, mais avec un concept débile de tortue géante ninja, quoi, ce qui reste débile même à l'époque, quoi. Et donc on a ce genre de page. Donc moi, je trouve pour l'époque de faire des pleines pages comme ça, avec énormément de style et tout, mine de rien, c'était quand même cool, quoi. C'était pas si courant. Je trouve qu'il y a une vraie idée de mise en page, quoi. C'est assez sanglant. Donc comme on peut le voir, ils ont des armes de ninja, ils s'en servent. Hein. Ils les lancent pas sur les pistolets pour les enrayer ou des conneries comme ça. Et ce que je voulais vous montrer, voilà. Donc là, la scène de la fin, où ils se battent contre Shredder, c'est la même sur le toit. Donc Shredder, à quoi il ressemble à l'époque. Donc il n'a pas changé tant que ça par rapport au film ou même par rapport au dessin animé, il est quand même assez proche. Voilà, avec des doubles pages qui sont quand même mortelles, quoi, où on voit cette fameuse baston où ils se battent d'abord contre le clan foot, qui sont des humains et pas des robots, comme dans le film. Donc ils éclatent les gars du clan foot, mais après ils essaient de se battre un par un contre Shredder et ils perdent. Ils essaient de se battre tous ensemble contre Shredder et ils perdent. Et enfin voilà, pouvoir du courage et de l'amitié, ils se ressaisissent et ils battent, contrairement à dans le film où c'est Shredder qui va s'en occuper. Mais par contre, ils font bien tomber d'en haut d'un immeuble, et là, il va mourir pour de vrai, en fait. Après, il récupère un bout de son gant, et il jette, et ils sortent la punchline qui sort au début de la BD, et qui va être l'entrée du film aussi, c'est-à-dire on est les Tortues Ninja, on frappe fort et on disparaît dans la nuit. Donc, ce qui est la catchphrase aussi au début du film. Donc, pour moi, le film, il se base énormément sur cette première BD. Donc, derrière, il y en a eu un petit peu, et des bouquins comme ça, il y en a trois ou quatre tomes, plus ce qui s'est fait derrière, mais là, je parle vraiment du comics original. Et, comment dire, à la base, le premier truc qu'ils avaient fait à l'arrache en photocopiant, ça donnait un truc à peine épais comme ça, qui était distribué de la main à la main, qui était censé s'arrêter, et Shredder est mort et reviendra plus. Donc par rapport à la BD, par rapport aux séries de films qu'il y a eu après, où Shredder c'est le grand méchant et tout ça, c'est quand même venu après beaucoup de choses. Mais quand on regarde un tout petit peu plus loin, par exemple, hop, on voit déjà l'espèce de de bébé bus Volkswagen là, donc qui sera transformé en jouet par le dessin animé. On a quand même tout ce comment dire, toute cette logique-là. On voit aussi les fameux Mauser, donc les petits robots hop, qui grignotent, que eux on connaissait vaguement dans le dessin animé, mais qu'on avait surtout vu dans le fameux jeu si horrible qu'on arrivait très difficilement à passer le niveau de la flotte et puis que après on galérait. Et ben ce jeu sur NES là, il est beaucoup basé sur les designs des méchants du comics, donc qu'on connaît très peu finalement. Il y a déjà Casey Jones. Donc tout est là en fait. C'est ça que j'ai vraiment kiffé quand j'ai découvert le comics original un peu plus tard, c'est que tout est déjà là en fait. La baston entre Kazé et Raphaël se passe dans Central Park. Donc on sent que les mecs qui ont fait le film étaient fans. Ils n'ont pas juste fait oh, en ce moment tout le monde kiffe les Tortues Ninja, les gamins ils aiment ça, donc on va leur faire quoi. Non, non, c'est comment dire, c'est des mecs qui ont kiffé et
qui étaient contents de pouvoir en faire un film et qui se sont basés donc sur le Batman de Burton pour l'ambiance parce que c'est ça qui marchait à l'époque, qui n'ont pas essayé de faire ah ben on va vendre de la soupe pour les petits. D'ailleurs, il est assez sombre. Quand j'étais gamin, je le trouvais relativement sombre. Enfin, je voyais pas ça comme ça, mais c'était pas un film pour enfants en fait. C'était plus un film pour ados, pour adultes, pour fans de la BD plus que du dessin animé, mais un petit peu quand même. Les pizzas, par exemple, ça vient du dessin animé. L'heure des Eastman, ils aimaient pas trop le principe des pizzas, et ils ont fini par le garder, de l'intégrer dans les BD, machin et tout ça. Mais à l'origine, c'était pas leur grand kiff non plus, ce genre de truc-là. Donc Eastman et Lord, ils en ont fait, comment dire, toute une série ensemble. Ensuite, t'as donc Kevin Eastman, il a continué à en faire, mais c'était d'autres personnes qui ont commencé à faire les dessins. Et on a eu quelques runs qui étaient assez sympas. Donc, par exemple, on a le run avec Simon Bailey, que j'aime beaucoup comme dessinateur. Ça, c'est pas son meilleur, mais bon, ça se base sur Raphaël à un moment, excusez-moi, où il est très vénère et où il utilise des flingues et tout ça. Donc, une image des Tortues Ninja qu'on n'a pas l'habitude de voir, en fait, quoi. Et c'est hyper trash, hyper sanglant. Et donc, ça, c'est un épisode qui est assez cool, où on voit Kazay en mode super vénère aussi. En gros, t'as plus que Kazay et Raphaël, je sais plus exactement comment ça s'est passé, mais les autres, ils sont plus là, donc du coup, ils sont super vénères et ils découpent des gens. Donc, on a cette vision-là de Tortue Ninja, qui est pas... comment dire, qui est pas habituel avec ce que nous on s'imaginait. C'est un peu comme le The Mask en comics et le The Mask en, en film qu'il y a eu. L'idée est respectée, l'ambiance pas du tout. Et pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Mais je suis quand même content que le premier film se basait plus là-dessus. Pour moi, ça reste un chef-d'œuvre, le premier. Le deuxième et le troisième, sûrement, se basent beaucoup moins dessus. Et ça donne un peu un côté un peu plus cartoon, un peu plus on se fout de la gueule de tout et tout ça. Je trouve que ça marche moins bien. Le décalage entre des personnages grotesques et une ambiance hyper réaliste, hyper dark et tout ça, je trouve que c'est ça qui marche, c'est ce décalage-là. Plus tu l'effaces, moins ça marche en fait. Plus tout est débilou, moins ça marche. Donc il y a eu un dessin animé il y a quelques années, je ne saurais plus dire quand, mais un dessin animé où c'est une sorte de multivers, hein. Maintenant c'est la mode, mais à l'époque ça ne l'était pas forcément, où tu as les tortues de l'époque, donc les Tortues Ninja d'un dessin animé un peu plus qui avait été remis au goût du jour dans les années 2010, où ils sont un peu plus badass, machin et tout ça. Ils se retrouvent dans le monde donc et qu'on a un Shredder qui est un peu plus vénère, qui ressemble pas du tout. Enfin, le Shredder qu'on connaît c'est un robot et à l'intérieur il y a une espèce de bestiole un peu extraterrestre. Donc c'est pas notre Shredder, c'est pas Orokusaki. Et donc ces personnages-là se retrouvent projetés dans le monde des Tortues Ninja de nos dessins animés de quand on était gamin. Donc complètement loufoque, où les mecs ils pensent que de pizza, danser, chanter, faire du skateboard, quoi. Donc au début ils se comprennent pas du tout. Raphaël qui est en mode super vénère comme toujours, bah là il voit les mecs qui font que des conneries et il a juste envie de les taper au début, quoi. Donc t'as ce décalage là. Et ce qui est marrant c'est qu'à la fin ils arrivent dans le comics original en mode noir et blanc, et ça a trop la classe en fait. J'étais trop joyeux de voir les gars du comics en dessin animé et qui parlent avec une voix off en mode on frappe fort et on disparaît dans la nuit. Donc on complètement chopé le truc en fait du comics et la fin où donc ils finissent par buter le vilain Shredder, donc celui de la série actuelle, enfin la série de l'époque, et tout rentre dans l'ordre évidemment. Mais ça se passe dans le monde du comics, donc en noir et blanc, où à un moment ils se foutent de la gueule des nouvelles tortues en disant bah, pourquoi vous avez des bandeaux de toutes les couleurs, vous n'êtes pas capable de vous reconnaître. Et le mec ils font attends regarde ceux des années 90, ils ont même un R, un L et machin sur leur ceinturon. Donc il y a beaucoup d'humour là-dessus. Donc ce dessin animé là, je sais plus comment il s'appelle, mais si vous cherchez, il était sur YouTube. En entier, il est peut-être en anglais, mais avec les sous-titres ou un truc comme ça, mais il y a moyen de se le mater en entier sur YouTube, celui-là. Et rien que pour la dernière partie qui se passe dans le comics, ça vaut le coup, c'est rigolo, quoi. Donc, donc ça pour comment dire, pour ce qui est sorti un petit peu. Après, évidemment, il y a eu les films de, comment ils s'appellent. Alors, ils sont pas faits par Michael Bay, mais c'est lui qui a tout,
comment dire, qui a tout chapeauté. Donc pour vous redonner comment dire, l'ordre, pour les films, en 90, tu as eu celui de Steve Barron, donc celui dont je parle, Les Tortues Ninja. En 91, il y a eu le deuxième, donc Teenage Mutant Ninja Turtle 2, Le Secret de Ooze, de Michael Pressman. Les Tortues Ninja 3, de Stuart Gillard. Je connais pas un de ces noms. Ensuite, le film d'animation dont je vous parlais, il est sorti en 2007, donc celui c'est en image de synthèse, et il est assez cool. Il se réfère aux comics et au premier film, quoi. Ça se passe un peu après, quand Leonardo il est parti, comment dire, il est parti s'isoler pour devenir un meilleur mentor, machin, un meilleur chef. Et Raphaël, du coup, il a commencé à faire le super-héros de son côté, machin et tout ça. Enfin, c'est vraiment une suite. Ensuite, en 2009, il y a eu Turtle Forever. C'est peut-être bien celui-là. Oui, voilà. Donc, où il y a toutes les tortues qui se rencontrent, donc Turtle Forever, qui s'appelle sûrement pas comme ça en français, mais ça se trouve, quoi. Et donc, c'était pour les 25 ans de la série. Ensuite, il y a eu les fameux films en CGI dégueulasse, Ninja Turtle de Jonathan Liebesman, mais en vrai de Michael Bay. Le 2 de Dave Green, mais en vrai de Michael Bay. En 2019, ils ont sorti un Batman et les Tortues Ninja qui existe aussi en BD que je dois avoir quelque part, qui était pas mal. Le dessin animé est il est dans la série, enfin dans la suite de la BD, donc c'est regardable, mais c'est ni le meilleur Tortue Ninja, ni le meilleur Batman, excusez-moi. Et le destin des Tortues Ninja en 2022. Ah bah oui, il y en a un qui est sorti là, il y a quelques jours, qui se base sur les dernières séries en date. Apparemment, ça avait l'air pas mal, et en plus, ça avait l'air bien animé à la bande-annonce, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Donc tout un tas de jouets, donc les tout premiers étaient en plomb. Les tout premiers, c'était des figurines de plomb peintes, comme les petits soldats de plomb. Et ils sont passés ensuite à du plastique comme on les connaît. C'est pas Mattel qui les sortait, je sais plus. J'ai pas envie de dire de bêtises. Alors on va les regarder. Inspiré de la première série. Non, ils nous disent plus chez qui c'est sorti. Et donc bah, là récemment ils en ont sorti plein. Et donc pendant qu'on est sur les jouets, je vais vous parler de moi mes séries de figurines que j'ai. Comme je vous disais, je vais vous montrer mes petits joujoux. Et en sachant que dans ces joujoux, donc j'ai la première série que j'ai chopée, c'est d'après le comics. Donc on se retrouve avec. Ils ont quand même les bandeaux de plusieurs couleurs. C'est arrivé au bout d'un moment dans le dessin, dans le comics, donc pourquoi pas. Moi, j'avais commandé la version avec que les bandeaux rouges, c'est pas celle que j'ai eue. Bon, c'est pas grave, je les ai pas eu trop cher. Et donc, résultat, on voit tout de suite le style du comics. Donc Raphaël, parce que Raphaël, c'est la meilleure tortue. Et même ils ont une petite queue et tout. Et même, il y a des traits assez grossiers pour ressembler un petit peu aux traits du dessin animé. Ils ont la même morphologie avec cette espèce de grande gueule sur un tout petit cou tout mince. Donc pour moi, et elle est vraiment très réussie, cette série-là. Bon, je ne vous ai pas sorti toute la série, mais j'ai les quatre. Et on voit le premier Shredder. Et donc, comme vous voyez, il est déjà très proche. Donc, pareil, avec les gros traits et tout ça. Je viens de voir le coup le meilleur, c'est le troisième avec son animatronics, où il y a que la moitié, où ils ont même pas le bas de l'animatronics, donc du coup ils font apparaître à une fenêtre pendant tout le film. C'est clair, le meilleur. Et donc Shredder, qui va commencer qui dès le début en fait ressemble beaucoup à ce qui va être dans le film. Donc, ce côté bordeaux des fringues et tout ça, il n'y est pas dans le dessin animé, mais est clairement dans le film, parce que là, on va arriver sur mes plus beaux jouets, ceux qui sortent du film. Donc déjà, ils sont juste incroyables. Donc si vous connaissez un peu Benzaï, il les a en mode immense, qui doivent faire, je sais pas, 60 centimètres ou un truc comme ça. Mais quand on regarde, alors ça va pas être facile de vous le montrer, mais là, faudra me croire sur parole. Déjà, on peut enlever son petit masque et sa gueule, mais c'est vraiment une gueule qui fait humaine et tout ça. Oui, il a ses griffes comme ça il me semble qu'ils sont lançables. Ces machins. Il a un petit couteau et tout.
Et il a ce côté brillant. Il est quand tu l'achètes, bon moi je l'ai pas mis parce que je les ai mis en forme, je les ai mis en action, on va dire, dans ma vitrine. Mais il a le manteau au début du film, on voit Tatsu qui vient, qui lui enlève épaulette par épaulette là et tout. Et même le manteau, il est trop ressemblant avec les mêmes petites vagues argentées, machin et tout ça. Cette série de jouets là de chez DK, et pourtant NECA, ils ont souvent fait des trucs nickel, mais alors ceux de la série Tortue Ninja, donc j'ai toutes les tortues, j'ai Shredder, mais j'ai pas chopé les gars du clan foot, ça coûte un peu cher, et j'ai pas chopé, il y en a un que j'aimerais bien choper, c'est une paire, t'as Casey Jones d'un côté, pareil, qui ressemble à fond à l'acteur et tout ça, et Raphaël, mais avec son trench coat et son chapeau, donc comme quand il rencontre Casey. Et donc, comme je vous disais, Raphaël, qui est la meilleure tortue, la tortue rebelle et tout, qui a l'air vénère, qui a une voix de Renoir et puis qui est vénère, quoi. Celle qui est unique parmi ses frères, parce qu'elle a décidé d'affronter seule. Et même comment dire, même les sailles, même les armes des personnages de cette série-là sont vraiment très proches de ce qu'on voit dans le film. Donc, et il n'y en a pas une qui se ressemble, elles ont toutes une gueule différente. Oui. Mais bah, moi, j'ai l'impression de voir les costumes et les costumes de l'époque du film, je les trouve encore géniaux aujourd'hui, quoi. À part les moments où on voit la bouche de l'acteur dans la bouche du bonhomme, quand tu le sais, tu vois que ça, mais à part ces deux trois petits trucs-là, franchement, les costumes, ils étaient mortels pour l'époque. Tu as une texture de peau, tu as un grain vraiment particulier et c'est cette série-là de figurines qui se trouve, assez facilement aujourd'hui, hein. Mais à l'époque, c'était plus compliqué et c'est cher quand même. Bah, elles sont magnifiques. C'est une super série. C'est certainement ma série de figurines préférée, quoi. Donc je vais sûrement finir par craquer et en acheter quelques-unes. Le jeu de NES. Alors le jeu de NES, oui, c'est un des premiers jeux que j'ai eu sur NES. Et j'en avais pas énormément de jeux sur NES. C'est ma grand-mère qui avait la console. Et bah nous, on avait un peu tendance à quasiment considérer qu'une fois que tu avais passé la version de la flotte, là, le niveau de l'eau, en plus il y a une espèce de petite vidéo où on voit où on, comment il s'appelle, Shredder qui sort moitié de l'écran là et tout ça qui cause. C'était quasiment comme si on avait vu la fin du jeu en fait. Quand on était gamin, si on passait ce niveau de la flotte, déjà on était waouh trop bien. Après, il y a un niveau qui est plus ou moins labyrinthique où il y a plein d'endroits où aller et en fait, il y en a la moitié qui servent à rien. Il y en a un où c'est pour récupérer une vie, mais des fois tu butes trois tortues pour en récupérer une. Ah bah j'ai passé beaucoup de temps au bout d'un moment, on passait quasiment systématiquement le niveau de la flotte, mais en perdant plusieurs tortues. Donc tu te retrouves au niveau d'après avec une tortue qui a presque plus de vie. Sans connaître. Aujourd'hui qu'on connaît le jeu, il est finissable en fait. Il y a, bah, vous avez sûrement vu le JDG qui en parle. Il y a des moments qui sont extrêmement rageants, mais dans l'ensemble, si tu connais le jeu, ça se fait quoi. Tes amis, ils t'en ont voulu de quoi d'avoir été voir les Tortues Ninja 2 au cinéma ou d'avoir les magnets sur ton frigo et pas toi, et pas eux. Ce qui serait plus logique. Moi, j'avais les pins aussi à l'époque. À l'époque, j'avais une énorme collection de pins. Ah, je l'ai plus aujourd'hui, hein. Et bonjour, Norman. Et donc, comment dire, acheter chez Auchan juste après. Oui, ben si tu les as encore, j'aimerais bien voir la gueule qu'elles ont en fait. Il est finissable. Ah bah avec des save states déjà, et rien qu'en sachant le fameux niveau après la flotte, ce moment où comment dire, où on se balade dans la rue et où avec le camion et où il nous faut des missiles pour péter des barrières et il faut des grappins pour passer d'un immeuble à l'autre et tout ça. À l'époque, on savait pas ça. Et on savait pas qu'il y a des écrans qui servent à rien. Tu y vas, ils servent à rien en fait. Une fois que tu es passé de l'autre côté, tu es juste à un autre endroit, mais que tu aurais pu accéder. Donc, tu as plusieurs. C'est presque un open world, plus ou moins, mais du coup, avec des zones qui sont inutiles, de les avoir entraînés à voir le film. À l'époque, à l'époque, j'avais pas le même recul et un film, je me rendais pas compte qu'il était mauvais, j'avais juste l'impression que c'est moi qui l'aimais pas, quoi, en fait.
Et c'est vrai que le 2, je dirais pas qu'il est mauvais, mais quand tu as vu le premier qui reste quand même un super bon film, le 2 est décevant. En plus, tu as Super Shredder qui arrive, ce qui est waouh, trop bien, et hop, il se bute tout seul. On le voit 2 minutes. T'as le Go Ninja Go qui sort de nulle part, on s'en foutait tous. Enfin, moi perso, à l'époque, le hip-hop de ce genre-là, de cette époque-là, m'intéressait pas du tout. Le jeu d'arcade, j'y ai mis un petit peu de sous. Et tu sais qu'il y en a un qui est sorti, je voulais vous le montrer tout à l'heure. Je l'ai chopé, je voulais vous le montrer, un beat'em all qui est sorti, qui est une suite avec les designs un petit peu du dessin animé, mais qui est vraiment dans la suite du beat'em up d'arcade, et qui a, comment dire, qui est sorti il y a pas longtemps, qui est beau comme tout, qui avait l'air assez intéressant et assez complet. Mais quand j'essaie de le foutre par StreamYard, ça lag à fond. Donc je vais pas vous montrer une séance de jeu où ça saute. Normalement, je devrais avoir la fibre dans quelques temps, hein, on va espérer 1 ou 2 mois. Et à partir de ce moment-là, déjà, je serai plus obligé de passer par StreamYard. Je pourrais faire avec OBS ou des trucs comme ça. Et donc, ce sera un peu plus joli que juste ma gueule sur un écran. Et je pourrais montrer du jeu, peut-être même en faire avec vous ou avec Gilles s'il est chaud. Mais avoir un truc qui sera un peu plus sympa au niveau du stream. Mais tant que j'ai pas la fibre, ben on va faire avec ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. Je voulais vous montrer 2 3 trucs aussi. Déjà, Eastman et Bailey, donc ceux qu'on fait le deuxième, hein, celui-là. Et ben avec plaisir, Yann. Moi, je serais hyper chaud pour faire du jeu et tout ça. Pour l'instant, ça va être compliqué. Tant que j'ai pas le. Eh ben moi, je suis pas un pro gamer du tout, mais je joue depuis très longtemps, donc je suis pas bon particulièrement, mais j'ai les bases des jeux vidéo assez facilement. Et donc bref, pour vous dire, donc Bailey et Eastman, donc Eastman qui est le scénariste, hein, des Tortues Ninja, ont fait beaucoup de collaborations ensuite. Donc bon, on va éviter certains trucs qui me feraient bannir, voilà. Mais Bailey c'est joli, Eastman c'est vénère. Donc si vous connaissez pas du tout ce qu'ils ont bien pu faire, c'est assez cool. Ça c'est un western steampunk, ça c'est un one shot. Et puis tu vois pour une poignée de sang. Donc ça a pas peur des clichés. D'un côté un peu vénère, ça se lit, c'est je sais pas une centaine de pages il me semble. 96, donc une centaine de pages. Et c'est un one shot, ça se lit assez bien, ça se trouve assez facilement. Yes, on voit du nichon. Chut, chut, non, 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 on n'a rien vu du tout. C'est des dessins en plus, ce n'est pas la réalité. S'il vous plaît, me bannissez pas de Twitch, hein. Mais oui, c'est assez sexy et j'ai pas, ce que j'ai pas montré l'est un peu plus. L'héroïne, elle commence à poil de toute façon et elle s'habille un peu plus tard, mais elle s'habille légèrement. Mais c'est pas ce qui est vraiment, c'est pas ce que je trouve le plus intéressant évidemment, mais ça fait partie de cette époque-là, sexy et compagnie, sombre, vénère. À cette époque-là, c'était ce qu'ils avaient appelé le Dark Age du comics, quoi. L'époque où il y a eu les débuts de Spawn et compagnie aussi. Euh, donc voilà ce que je voulais vous montrer de comment moi j'ai connu les Tortues Ninja, de comment dire, de ce que moi j'en ai actuellement. Donc ah bah si, il faut quand même que je vous montre. Je sais pas si ça va être facile à montrer, mais pour vous montrer que les Tortues Ninja c'est quand même une partie de ma vie, je vous montre mon cul. Non, je déconne. Et voilà. Donc ça c'est une copine tatoueuse. Son premier tatouage avec des couleurs qu'elle a fait, c'était pour moi, c'était celui-là, qui est loin d'être facile, hein, parce que le style, le style de Eastman et Laird, il est quand même particulier. Donc elle a galéré, mais c'est son premier tatou, donc je suis très content. Donc cette copine-là qui m'a appris à tatouer depuis. Donc depuis, je sais tatouer, c'est cool. Et bah oui, je suis très content de son tatouage. Et elle était pas, comment dire, elle était pas satisfaite, mais comme toujours, ils sont jamais satisfaits les artistes, hein. Et surtout, elle avait vachement peur. C'était un des premiers grosses pièces et tout ça, donc elle était très contente après de l'avoir fait, puis que moi j'en sois content, que finalement elle se rende compte qu'il était bien réussi et tout ça. Après coup, elle était contente de l'avoir fait. Donc c'est cool. Moi j'en suis très content. Et donc, bah, évidemment, c'est Raphaël, parce que pour moi c'est Raphaël ma tortue préférée. Ah, bah je vais aller regarder ça tout de suite. Je vais te dire si ça me parle de quelque chose, quoi.
Hop là. Ah bah putain, elles ont vraiment le look de l'époque. Bah tu vois, pour des magnettes, je trouve qu'elles sont assez jolies, hein, en 3D et tout ça, et puis elles ressemblent pas mal à celles du dessin animé. Donc aux figurines, mais c'est vrai que les figurines de Mattel de l'époque, elles étaient pas si proches du dessin animé que ça. Là, ils ont ressorti une série il y a pas longtemps, une série de figurines. Ah oui, oui, elles sont cool, ouais. Et donc ils ont sorti une série de figurines qui est vraiment basée sur le dessin animé et qui du coup est très très proche du design du dessin animé. Elles sont jolies, ça donne envie de l'avoir la collection. Mais alors par contre elle est infinie. Ils ont sorti tous les personnages secondaires, le roi des rats, tous les persos ils sont là quoi, y compris des personnages qu'on a vus 2 fois dans le dessin animé histoire de vendre des jouets justement. Donc avant d'avoir la collecte complète de cette version-là, mais ils sont hyper tentants quoi. C'est vrai que c'est ceux du dessin animé de l'époque. Sachant que moi avec le recul, c'est pas mes préférés mais c'est ceux qui m'ont lancé dedans, en fait, quoi. Et c'est sûrement eux qui sont responsables, avec ce que j'en ai appris derrière du film, du machin et tout ça, c'est eux qui sont responsables de mon kiff des films de ninja. Oui, oui, oui. Mais là, c'est un espèce de gros dégueulasse. Oui, oui, mais j'avais entendu parler de la Cour des Miracles. Et d'ailleurs, je pense que c'est un titre plus qu'un personnage, le roi des rats. C'est le titre du chef de la cour des miracles qui devait se transmettre ou un truc comme ça. Enfin, je me plante peut-être, hein, tu sais mieux que moi. Mais il me semble que c'était ça. Les figurines tirées du film, bah tu t'es arrivé après, t'as pas dû les voir. C'est celle-là que tu parles, Norman? Tirées du film que t'as dû voir chez Banzai comme tout le monde. Moi, c'est là que je les ai découvertes. Ah, faut attendre que elle déchire. Franchement, celle-là, c'est une de mes pièces maîtresses de ma collection, en toute franchise, hein. Et bah là, j'ai sorti à chaque fois que Raph et Shredder, parce que Raph parce que c'est mon préféré et Shredder parce que c'est représentatif de l'évolution. Mais du coup, t'as pas pu voir celle-là, donc je te les remontre. Ça, c'est celle d'après le comics, avec le style du comics. Et pareil pour le Shredder. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on voit bien que le Shredder, c'est celui du comics qui a servi de modèle pour celui du film. Et évidemment, le casque, comme celui de Dark Vador, qui est basé sur des trucs de samouraï, des casques de samouraï de l'époque, évidemment. Et donc, bah, cela, c'est une série qui est pas très très chère, par contre. Donc, moi, c'est des versions AliExpress. Donc, des versions, il me semble que c'est exactement les mêmes. Moi, je les ai eu entre les mains, les versions non AliExpress. Et la boîte, comme la figurine, j'ai pas vu la différence, même en cherchant. Donc, pour moi, ça vaut le coup de les choper sur AliExpress. Et le chewing-gum mâché. Donc, Krang. Eh ben, Krang, figure-toi que j'ai celui de la version comics. Hop. Évidemment, puisqu'il n'existe pas dans le film. Mais par contre, il y a pas tout son mecha et tout ça. C'est juste le personnage de Krang, qui en fait est une race et pas un. Ah, c'est dommage. Ah voilà, là on voit peut-être un peu mieux. Et donc dans la BD, c'est une race à part entière. Ils arrivent à plusieurs. C'est pas un méchant qui arrive et tout ça. C'est toute une race. D'ailleurs, je dois pouvoir retrouver ça parce que c'est dans le premier recueil où on les voit. Et donc il y a les fameux Triceratops robots. Ça c'est quand même cool, quoi. Oui, c'est un cerveau, c'est un cerveau. C'est un cerveau avec des pattes, quoi. Mais complètement con. Et puis en plus, qui avait une voix à la con en français. Shredder. Et la voix de Shredder, c'était un acteur français un peu has-been, là, je sais plus comment il s'appelle. C'est quand même. Il y avait April O'Neil aussi, donc la April O'Neil de l'époque, elle fait moitié latino et tout ça, et c'est l'aide du chercheur. C'est pas une reporter. Ça a été apporté par le dessin animé. C'est l'aide d'un chercheur qui va devenir du docteur Baxter, donc qui travaille sur le mutagène, machin et tout ça, et qui va devenir la mouche. Parce que ça, la mouche, ça vient vraiment
comment dire, du comics original. Alors j'essaie de vous retrouver Krang si on le voit, mais il y a beaucoup de pages, hein, donc c'est pas si évident de trouver. Ah voilà, là on va le voir, on le voit pas très bien, mais on le voit. Voilà, là on le voit un peu mieux. Donc concrètement, c'est un robot avec un cerveau chewing-gum qui sort, tu vois. Par ici, on voit là, et ici, là. Donc ça, c'est la première version de Krang, et donc c'est pas un personnage, c'est toute une race qu'on leur androïde comme ça et qui sont au milieu, quoi. La VO est beaucoup plus sérieuse, c'est la voix de... Ah bah, j'ai jamais vu le dessin animé en VO, donc je sais pas du tout ce que ça donne. Mais oui, j'imagine, parce que c'est vrai que... Mais de toute façon, c'était vraiment prévu pour les enfants, donc même en VO, le dessin animé, c'était quand même plus... comment dire, plus gamin, avec des lasers, parce que comme ça, ils tirent pas avec des vrais flingues, avec des robots, parce que du coup, on peut les défoncer sans qu'il y ait de sang ou quoi que ce soit, ou que ce soit les gentils qui tuent des méchants, quoi. Donc tout est fait pour que ce soit. Et puis en plus, si j'ai bien compris, donc il y a une vidéo de Mea qui est très, comme toujours, très documentée sur tout ce qui a eu lieu à l'époque où il a sorti la vidéo, qui parle de Tortue Ninja, et où il explique que s'il y a eu autant d'épisodes de Tortue Ninja et si il y en a autant qui sont très mauvais, c'est parce que pour pouvoir être en syndication, donc pour pouvoir passer sur plusieurs chaînes de télé à l'époque aux États-Unis, dont sur le câble et tout ça, il fallait qu'ils aient autant tant de séries avec d'épisodes, de tant de minutes. Donc ils en ont produit à la chaîne, en faisant produire certains comment dire, certains en Asie, certains en France, certains en Italie et en coproduction, machin et tout ça. Donc il y a des trucs qui sont complètement nuls dans le dessin. Il y a même des fois des épisodes qui ont été faits par deux studios différents, mais qui reprennent le même synopsis d'épisodes qu'on a déjà vu dans toutes les séries de l'époque, genre le changement de corps, où il y a les gentils qui échangent de corps avec les méchants, tous ces archétypes-là d'épisodes qu'on a vus 500 fois, le mec qui tombe amnésique ou les trucs comme ça, quoi. Et ben il y en a eu, il y en a que des fois ces archétypes-là, on les retrouve dans deux épisodes différents, faits par deux boîtes de production différentes qui se sont même pas emmerdés à savoir si l'autre ils avaient fait ça, quoi. Alors que les premiers épisodes, évidemment, les premiers épisodes justement, ils avaient été faits avec un peu de pognon. C'était une chaîne américaine qui produisait le tout. C'était pas prévu pour être diffusé multi chaîne et tout ça. Donc c'était beaucoup plus quali. Après, ça a quand même vieilli, hein, on va pas se leurrer, mais rien qu'au niveau de l'animation, bah, il suffit de regarder le générique. Le générique, il est hyper bien animé, quoi. Alors ça, je saurais pas te dire. On peut peut-être aller demander à Wiki, série télévisée, gna, 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 87-96, Les Chevaliers d'Écaille. Euh, produit par Murakami Wolf Swenson, je connais pas. Mirage Studio. Euh, non, ils disent pas la chaîne. Et dans le dessin animé, par contre, c'est vrai que là, je viens de le lire, mais c'est vrai qu'il y avait une des différences par rapport aux comics et aussi au film, c'est que Splinter, c'est un humain, Amato Yoshi, qui est devenu un rat. Alors que dans le comics, comme dans le film, c'est un rat qui a appris de son maître Amato Yoshi et qui est devenu un rat géant comme les tortues ninja. Oui, oui, c'était sur une chaîne nationale, ça c'est sûr. Et justement, c'est pour pouvoir passer entre autres sur le câble et sur plein de chaînes en même temps qu'ils ont été obligés de comment dire qu'ils ont été obligés de faire je sais pas combien d'épisodes en tant d'années et tout ça. Donc c'était encore une manière de faire du pognon et c'était évidemment une pub géante pour les jouets. Quoique les premiers jouets, et apparemment, ils étaient quand même la première série de jouets, ils étaient un peu à la bourre, ils n'avaient pas fait assez de moules, donc ils ont été obligés de faire des personnages où tu changes juste la peinture pour que ce soit un autre personnage, des trucs comme ça, quoi. Et au bout d'un moment, il y en a eu beaucoup plus, donc la tortue robot ou la tortue méchante qui apparaît dans le deuxième film, là, la tortue à pic, qui s'appelle peut-être bien Spike, justement, ou une connerie comme ça. Exactement, Norman. Et justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai même montré l'image où on voit
comment il s'appelle, Matt Murdock, se prendre un truc, enfin c'est pas dit que c'est Matt Murdock, mais c'est clairement lui, quoi, qui se prend le truc et qui tombe, et enfin le tube de mutagène qui tombe, qui va dans les égouts et qui parle enfin qui tombe sur les Tortues Ninja. Donc il y a juste ce petit truc-là qui change par rapport au film. Dans le film, ils ont pas parlé de Matt Murdock, évidemment, mais sinon, même cette scène-là est très proche, en fait, où on le voit recueillir les petites tortues et tout ça. Bah oui, bah, on n'avait pas le même regard. Moi, quand je voyais ça, je devais avoir une dizaine d'années quand j'ai commencé à les mater. Je saurais pas te dire. Et oui, moi, j'étais un enfant et je kiffais trop les katanas, les machins et tout ça. Pouah, trop bien, quoi. En plus, j'ai eu le jeu sur NES, donc rien que l'intro du jeu, j'étais comme un ouf, quoi. J'étais en plein dans ce qu'ils ont appelé la Turtle Mania, alors qu'il y avait eu la Batmania un peu plus tôt et tout ça. Et justement, j'ai mis de côté une petite vidéo pour ceux qui, bah, j'ai l'impression que tout le monde connaît un petit peu, mais pour ceux qui connaissent pas le film, qui se rappellent pas bien du film, j'ai trouvé la bande-annonce. Donc je vais vous passer la bande-annonce du film pour voir ce côté. Alors, vous allez pas reconnaître les voix parce que je crois que c'est la version québécoise, mais qu'on voit un petit peu. Et puis la musique, surtout, moi, c'est ça que je voulais vous montrer, c'est ou vous remémorer en tout cas la musique du premier film. La bande originale, je la réécoute aujourd'hui, elle est mortelle, elle marche trop bien, quoi. Donc je vous lance ça tout de suite. Au son, comment ça se passe, s'il faut que je monte ou que je baisse. Eh ben dis-toi qu'à un moment la VFQ c'était la seule qu'il y avait quand ils ont sorti les premiers DVD. Eh ben il est trouvable sur YouTube, le score complet. Moi je l'ai dans ma... Nous avons Voilà, en imperméable. Il est en trench coat, non? des créatures monstrueuses qui se mêlent de nos affaires. Ensemble, nous punirons ces... Musique, quoi. Et donc oui, la BO complète. Oui, ça passe. C'est juste que quand tu connais les punchlines et que c'est pas la punchline que t'attends, c'est horrible. Et franchement, tu vas kiffer. Tu vas kiffer. Moi, en m'écoutant la BO sans le film, il y a des moments où on voit quand même que leurs armes sont un peu en place. Et franchement, ça a tellement pas bien, pas trop vieilli, quoi, en fait. Kowabunga. Kowabunga, c'est pareil, je suis même pas sûr que ça y est dans la BD originale, ce genre de conneries là. Je crois que c'est venu avec le dessin animé. Donc, comment dire, il y a quand même une bonne partie de ce qui est les Tortues Ninja aujourd'hui qui vient du dessin animé, même si j'ai l'air de cracher dessus, ça reste un de mes trucs d'enfance et tout ça, quoi. Mais pour moi, la plus pure expérience Tortues Ninja, ça va être le comics. Faut s'y, comment dire, faut être capable d'aimer ce genre de dessins-là qui sont quand même old school, un peu amateurs, mais qui ont un charme de ouf. Et le film. Et ça, le film, par contre, pour moi, tout le monde peut rentrer dedans, quoi. Alors, Kowabunga, ça doit venir d'un truc haïtien, il me semble. Ou de Tahiti, enfin, tu vois, j'ai pas envie de dire une connerie, mais c'est un truc d'un de ces peuples-là, là, les Moai, ou enfin je vais dire une connerie, donc je préfère rien dire, mais voilà, hawaïenne. Et justement, ils étaient pas trop contents qu'on leur reprenne cette expression-là. Et tu as même à un moment eu un problème avec les Simpsons parce qu'il y a Bart qui disait Kowabunga et qu'il n'avait pas le droit. Et il s'est avéré qu'il y a eu des procès, machin. Comment il s'appelle Matt Groening a dit qu'il n'avait jamais dit Kowabunga, sauf que quand tu regardes la série, bah, tu vois Bart en train de dire Kowabunga. Donc il y a un moment où il l'a dit, il n'avait pas le droit de le dire. Est-ce que c'était par rapport aux tortues ou justement par rapport aux haïtiens ou tahitiens? Avec les figurines, il y avait une mini BD. Eh ben écoute, c'est possible, mais je m'en rappelle pas. Je me rappelle à fond des figurines parce que je les ai eues pendant. Enfin, il y en a que j'ai eu pendant très longtemps. C'était mes préférés, je jouais tout le temps avec et tout ça. Mais je les ai revendus. Enfin, je les ai rendus. Elles ont été revendues à un moment ou un autre pendant ma jeunesse. Et comment dire? Et je me rappelle pas s'il y avait Je sais que j'avais un magazine Tortue Ninja où il y avait des BD dedans, mais des BD d'après le dessin animé qui étaient quand même très enfantines, quoi.
Mais est-ce qu'il y en avait avec les figurines? Je sais pas. Musclor, c'est sûr. Oui, voilà, Musclor, c'est sûr. Ouais, les ricains sont fous. Mais en fait, le principe, les ricains, on a l'impression qu'ils sont très procéduriers, mais il y a une bonne raison à ça que j'ai appris il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, chez eux, nous, c'est tout accusé innocent jusqu'à preuve du contraire, et on essaie d'avoir des lois pour tout. Alors que eux, c'est plus ou moins à l'accusé de prouver son innocence, ce qui est quand même pas du tout la même chose, et tout est à base de jurisprudence. C'est pour ça qu'on les voit souvent dans les films rappeler le cas machin, le cas truc contre bidule, tous ces trucs-là. Parce que tout est à base de jurisprudence. À la base, il n'y a pas les lois, et quand il y a le litige qui arrive, bah, ce litige fera foi pour les prochains litiges du même truc. Donc ça existe aussi en France, mais aux États-Unis, c'est vraiment la base, si j'ai bien compris, de leur façon de faire la justice. C'est, eh ben, pour l'instant, on n'a pas eu le cas, donc on va statuer. Mais après, bah, mais après et c'est pour ça que justement un procès qui va être très, comment dire, très médiatisé comme Depp Heard, ça peut être problématique parce que derrière, il va pouvoir servir de référence pour un prochain procès où on dira ah bah dans la jurisprudence Depp Heard, il y a eu tel résultat, donc on va pas se faire chier à refaire tout le procès. On va statuer en fonction de ce résultat-là. Et c'est pour ça que ça a souvent un impact qui est très important ce genre de procès-là, alors que chez nous en France, bon bah écoute, il y a eu tel résultat, ça ne veut pas dire que le prochain procès qui ressemblera aura le même résultat. Aux États-Unis, ça pose quelque chose. Ça pose quelque chose pour les prochains procès qui seront ressemblants, quoi. Oui, oui, chez nous, la jurisprudence, c'est déjà pour des petits litiges, et ça va être une aide, hein, une manière de se dire, ah bah là, ils avaient mis 2 ans. Bon, bah nous, on va pouvoir mettre 2 ans, ça paraît équilibré. Est-ce que il y a quand même discussion, machin et tout ça. Mais c'est une aide. Alors qu'aux États-Unis, une jurisprudence, ça peut être rappelé tel quel quasiment, quoi. Donc c'est pas foutu de la même manière, et c'est pour ça qu'aux États-Unis, on va dire qu'on peut voir qu'ils sont très procéduriers, parce que tant qu'il n'y a pas eu la jurisprudence, la loi n'existe pas. Et tu vois, il y a des trucs aussi, genre la fameuse grand-mère qui a gagné un procès contre McDo parce qu'elle avait reçu du café trop chaud sur ses jambes. Ça fait rigoler, quoi. Elle a reçu du café trop chaud sur ses jambes, elle se plaint un peu, elle gagne des millions avec McDo et tout ça. Elle était brûlée au 3e degré sur quelque chose comme 30% de son corps. Le café, il sortait de la machine à je sais plus combien de degrés, mais c'était de la folie. Parce que comme ça, ils étaient sûrs que les gens, ils l'aient chaud quand ils boivent après être revenus du drive, quoi. Mais en fait, non, non, elle n'était pas du tout procédurière, la petite vieille. C'est pour pouvoir payer ses opérations, elle a dû faire ça, quoi. Et elle n'a pas gagné tant que ça. Et depuis, il me semble qu'ils ont même pas baissé, enfin à l'époque, ils avaient même pas baissé la température du truc, mais ils avaient marqué attention très très chaud, machin, et ils avaient mis un gobelet beaucoup plus fermable et tout ça, quoi. Mais non, non, c'est pas toujours, ça peut paraître ridicule, mais des fois, bah, en fait, c'était pas du tout ridicule. Il fallait vraiment qu'elle y aille au procès, cette pauvre mamie, quoi. Il y a eu un mec qui s'est enfoncé une écharpe dans le pied aussi, dans un bowling, qui a fait fermer toute une chaîne de bowling. Et résultat, aujourd'hui, aux États-Unis, dans certains États, c'est illégal de pas mettre ses chaussures de bowling, quoi. Les class action, et ça va tout changer. Eh bien, je ne sais pas ce que c'est. Donc, je t'avoue que je serais bien peu à mon aise d'en parler. Le terme m'est pas inconnu, mais je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'en parlerai pas. Ce que je peux vous conseiller par rapport au droit français, ah oui, des plaintes collectives. Bah, j'ai pas, ouais, je pense qu'il y a, pourquoi pas pour certains trucs. Si ça peut lutter contre des systèmes de lobbying un peu à la con et tout ça, pourquoi pas. Mais si c'est pour que comment ils s'appellent, les complotistes, ils arrivent à foutre en procès Pfizer pour avoir fait des vaccins. Enfin, Pfizer, il y a sûrement des trucs à leur reprocher, hein, mais tu vois, ça peut être la porte ouverte à pas mal de conneries, donc je sais pas quoi en penser. Euh, Faudrait voir avec un juriste. Donc, je sais pas si vous connaissez la chaîne YouTube qui s'appelle Vous avez le droit. C'est un petit papy qui devait être. Ouais, c'est parce qu'ils n'ont pas encore déployé l'antenne près de chez toi. T'inquiète, les complotistes, ils ont la réponse à toutes tes questions.
Même celles que tu t'es pas encore posées, ils ont déjà la réponse. C'est ça qui est fort avec le complotisme, c'est que c'est un système, t'es tellement tout va aller dans ton sens. Oui, excellente chaîne. Et puis le petit papy, il est clair et tout ça, on sent qu'il sait de quoi il parle. C'est très intéressant. Et il source, c'est toujours intéressant. Et donc oui, le complotisme et toutes ces pensées-là, un petit peu cycliques, circulaires même plutôt, c'est de toute façon, quoi qu'il arrive, je le tournerai pour que ça me donne raison à la finale, quoi. Donc bon, alors oui, aux États-Unis, il y a les lois fédérales, il y a les lois d'État, il y a des polices différentes, il y a des lois différentes, il y a des trucs qui peuvent être cassés par la Cour suprême et des trucs qui peuvent être, tu changes d'État, tu vas plus, le truc que tu avais le droit de faire à tel endroit, tu te fais arrêter pour dans l'État d'à côté. C'est très très particulier les États-Unis à ce niveau-là, mais il y a quand même une grosse base commune. Ou en tout cas commune à une zone géographique assez grosse qui recoupe plus qu'un seul État, quoi. Mais oui, les États-Unis, finalement, en termes légal, ça ressemble presque plus à ce que pourrait être l'Europe que à la France toute seule, quoi. Et en même temps, c'est tellement grand que c'est logique que ce soit pas foutu pareil. Et comment dire, l'Allemagne a un système très proche. L'Allemagne, c'est un pays fédéral aussi, et apparemment, c'est un système très proche avec comment dire, des Landes ou un truc comme ça. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais un système à la américaine, quoi. Pour revenir au sujet, bien sûr. Est-ce que la loi a cours dans les égouts? Dans les égouts de New York, en tout cas, je suis pas sûr. Ah bah je savais pas ça. Mais bah, ça me fait penser le coup des égouts. C'est quand j'étais gamin, je voulais absolument avoir la base des Tortues Ninja. L'égout où il y avait le tuyau qui arrivait, un truc pour descendre comme les pompiers, machin et tout ça. Je voulais absolument. Et résultat, bah, c'était trop cher pour mes parents. Et bah, mon daron me l'a fait en bois, avec des bouts de tuyaux en bois, des machins. Il a essayé de refaire le même truc. Et évidemment, sur le coup, j'étais hyper déçu parce que j'étais un con de gamin. Et mais par contre, j'ai quand même joué vachement longtemps avec et j'étais trop joyeuse de l'avoir à la finale, quoi. Les égouts de New York doivent se visiter, je pense. Eh ben, je sais pas, peut-être des parties, mais vu comment la majorité du métro est dégueulasse et pleine de rats, je sais pas si j'ai vraiment envie d'aller dans les égouts de New York. Ah ouais, non mais attends, il y avait le camion, il y avait le décor, enfin il y avait le technodrome, là, la grosse boule avec un œil au-dessus, elle existe en jouet, et il y avait que je voulais absolument, évidemment, il y avait le dirigeable des Tortues Ninja, qui est un vrai ballon que tu peux gonfler à l'hélium et qui flotte et tout ça, et comment dire, la nacelle en dessous où tu pouvais mettre tes tortues et tout ça, elle avait un espèce de comment dire, de poignée comme un flingue, ce qui fait que tu pouvais tirer les petits missiles depuis le machin et tout ça. Le dirigeable, il déchirait. Quand tu regardes Archéotoy, vous connaissez sûrement Archéotoy, on voit son ballon dirigeable dans le fond. Et à chaque fois que je le vois, je bave, quoi. Celui-là, j'aimerais bien le retrouver. Mais c'est le genre de truc que bizarrement, tu trouves difficilement en vide brocante à un prix correct, quoi. Le camion, ah, il l'a sûrement pas. Mais c'est un beau geste. Mais le camion, je l'ai jamais eu. Moi, j'avais les le skate avec un comment ça s'appelle avec un espèce de gros ventilo qui les faisait avancer et on les voyait des fois faire du skate surf avec ça dans les égouts, quoi. Et j'avais ce truc-là. Donc, tu avais mes tortues qui pouvaient faire du surf. Ça existe en plus, ces machins-là qui flottent sur l'eau et qui sont poussés par un gros ventilateur aux États-Unis. Ça existe dans comment dire, à la Nouvelle-Orléans et compagnie, là où ils ont des marigots là. Je sais que ça existe ce truc-là. Bah, on en voit dans Bernard et Bianca le dessin animé. Et bah, moi je l'avais à roulette avec les Tortues Ninja qui avaient leur petit truc dans les mains et c'était très cool. Mais c'est une grosse partie de mon enfance ces dessins animés là et ces jouets là, hein, mine de rien.
Oui, mais tu vois, conservateur nostalgique, mes parents non plus ne l'étaient pas, mais tu vois, je suis quand même bien content que mes Strange que j'ai cru avoir perdus pendant très longtemps, je les ai retrouvés il y a quelques années dans un carton. Ah bah tiens, il y a 75 ou 80 Strange dans un carton, quoi. Ah bah là, j'étais hyper content de fidèlement, je les ai pas paumés, quoi. Bah oui, évidemment. Et comment dire, bah, pour paraphraser Orelsan, j'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. Donc comme quoi, on a tous ce côté-là de oh là là. Eh oui, on touche pas à mes Strange. Mais je m'en doutais que t'étais, toi qui aimes beaucoup les comics, je m'en doutais que t'avais pas mal de Strange. Eh ben, dis-toi qu'en ce moment, je fais beaucoup de vide-grenier et que donc, eh ben, je cherche, bah, j'ai beaucoup de BD, hein, que ce soit des Strange ou autre chose. Mais du coup, je cherche pas mal les Strange parce que sur les 335, il me semble, qui existent de Strange, ben, j'en trouve, je dois en avoir une, ouais, peut-être 150 ou un truc comme ça. Et bah, des fois, en vide-grenier, tu tombes sur une dizaine de Strange qui se suivent, qui sont en état nickel. Bon, les mecs, ils essaient de te les vendre 4 balles, mais en négociant un peu, il y a moyen d'avoir 30 balles les 10, quoi. Mais là, je suis en train d'essayer de de finir la collection des Strange. Et en bon état, en plus, ouais. Et les spéciales Strange, sans doute. Et les Nova, probablement aussi. Donc j'en ai pour pas mal de, de thunes. Mais je vais essayer de tous me les trouver, parce que ça fait partie. C'est pas le gros de ma collecte, mais ça me ferait vraiment kiffer d'avoir ces séries-là complètes, quoi. Du coup, après, en plus, il me manque pas grand-chose pour avoir la quasi intégrale des sorties, on va dire, canon de ce qui se faisait chez Marvel à l'époque. J'ai même dans les derniers numéros que j'ai, le moment où ils étaient passés à DC, où Strange, ils avaient plus le droit de Marvel. Donc t'as du Batman et du Superman qui débarquent là-dedans. Les Thor, j'en ai quelques-uns des vieux Thor, des Thor où il y avait encore le mec qui tapait avec sa canne pour se transformer et qui se transformait en dieu, tu vois quoi. Oui, sur la fin. Et en plus, c'est le moment d'ici du Dark Age, donc le moment où t'as Aquaman qui a un bras en moins, des conneries comme ça, quoi. Donc c'est où même le début, il me semble, c'est le moment où Superman il revient habillé en bleu dans un espèce de costume argenté là, où il a même plus les mêmes pouvoirs et tout ça parce qu'il a foncé dans le soleil, donc du coup il déborde d'énergie, donc c'est presque un éclair vivant au lieu d'être Superman, quoi. Donc c'est une partie bien particulière de DC, un moment bien particulier de DC quand ils l'ont récupéré, quoi. Alors Kaylee Jones, c'est celui qui a fait le Batman vampire. Ah, Wonder Woman par je sais pas le prononcer, Bayern, bien, je ne sais pas. Mais Kelly Jones, il me semble. Alors attends, je vais vérifier. Mais il me semble que c'est lui qui fait les Batman super vénères. C'est ça, Kelly Jones. Bon là, je déborde un petit peu parce que à un moment, je vous ferai un truc sur mes Batman, mais là, puisqu'on en parle. Donc Kelly Jones, donc ce dessin-là. Là, la cape de Batman, elle est très, comment dire, elle montre beaucoup ce qu'on va voir comme dessin. Ça, c'est pareil, c'est très représentatif de ce que fait, Jones avec Batman. Et donc, c'est une série de trois où, dans le premier, il se bat contre Dracula et des vampires. Dans le deuxième, il s'est fait mordre, donc il se bat comment il s'appelle, contre le Joker en version vampire, il me semble. Et dans le 3, il est complètement parti en cacahuète. C'est devenu un vampire super vénère, donc il a envie qu'on le bute. Il est trop vénère, quoi. Et donc, pour répondre à ce que tu disais, Yann, tout à l'heure, je suis désolé, mais on va pas être d'accord sur Thor. Moi, les deux derniers Thor, je les ai trouvés géniaux. Je trouve qu'ils marchent très très bien, que le côté hyper pulp, hyper qui se prend pas au sérieux du tout, qui se fout un petit peu de l'univers Marvel, ça change à fond. On leur reproche tout le temps de faire la même chose à Marvel. Là, ça change au moins, quoi. Euh,
Et puis avoir des vaisseaux spatiaux qui sont, enfin des vaisseaux spatiaux de toutes les couleurs, avoir des mondes qui sont visuellement très différents les uns des autres. Mais moi, c'est ce que j'attends en fait, d'avoir un truc pas comme on voit d'habitude, quoi, en fait. Donc moi, je les ai kiffés. Même le moment où il se fout un peu de la gueule de Jean-Claude Van Damme, là où il est en mode avec les deux jambes écartées, avec deux méchants qui lui foncent dessus, ou des trucs comme ça, moi ça m'a fait marrer. Ce qui est censé être drôle m'a fait marrer. Et visuellement, je trouve que Waikiki, il a compris que Thor, c'était kitsch, et embrassons le kitsch en fait, quoi. Embrassons le kitsch. Et du coup, moi, j'ai qu'une envie. Là, il est en train de bosser, Taika Waititi, il est en train de bosser avec Jodorowsky pour faire l'Incal en film. Mais parfait. Mais les gars, allez-y, foncez, quoi. J'attends que ça, en fait. Oui, les vaisseaux spatials. Vaisseaux spatials. Mais non, non, mais les vaisseaux spatiaux, justement, je trouve que ça a un côté, comme on voit dans les jeux d'eau, dans comment dire, les recherches qu'avait fait pour le Dune de Jodorowsky, où on voyait plein de vaisseaux spatiaux justement avec des couleurs guépard, avec des dégradés de rose, des machins comme ça, des trucs hyper. Et ben c'est ce qu'on voit dans Thor Ragnarok. Et moi, j'étais trop content. Voilà, d'accord, des vaisseaux spatiaux qui sont tous gris, pourquoi pas, mais on n'est pas obligé, en fait. Il peut y avoir d'autres versions, en fait, de ce que c'est avoir un vaisseau spatial quand il y a une civilisation entière qui se balade dans l'espace et que tout le monde bidouille un petit peu son vaisseau. Mais pourquoi ils auraient tous la même gueule, quoi? Pourquoi ils auraient tous la même couleur? Donc, moi, ça, j'ai kiffé. Donc, Ragnarok, j'ai kiffé. Et le dernier en date, bon, je l'ai vu en qualité dégueulasse, donc j'attendrai de le voir en bonne qualité pour vraiment en juger, mais il est cool, il est cool. Donc après, bon, chacun ses goûts, je veux pas imposer les miens, comme d'habitude et tout ça, mais quand j'entends chier dessus, des gens qui souvent, en plus, vont me dire que, oh là là, ça se ressemble tout le temps, c'est terne et tout ça, Marvel, tout se ressemble, bah là, ça se ressemble pas, c'est pas terne du tout, bah, qu'est-ce que vous voulez, les gars? Mais après, je sais pas, peut-être que tu vas pas du tout le kiffer, hein, c'est juste que je trouve ça très gratuit, ce qu'il prend dans la gueule, en mode, oh, c'est le pire des torts. Bon, déjà, le 3 et le 4, je trouve qu'ils sont dans la lignée directe l'un de l'autre. Donc, si t'aimes pas l'un, t'aimes pas l'autre pour moi. Et le 1 et 2, bah, le 1, il était kitsch sans être vraiment très assumé. Bon, c'était le début de la phase 1 ou 2 de Marvel, donc ça peut se comprendre, mais il est pas top, quoi. Et le 2, je l'ai trouvé complètement chiant, en fait. Chiant, qui se prenait au sérieux. Pardon, qui essayait de faire un truc sérieux avec un personnage qui est. Bon, Thor, faut le voir tel qu'il est. C'est Astérix en version américaine, quelque part, hein. Donc, je te dis, il n'est pas mauvais le Thor 1. C'est juste, il n'a rien de spécial. Le 2, pour moi, il se veut sombre alors que, mec, c'est Thor, quoi. Il a des petites ailettes sur son casque, quoi. Calmez-vous, quoi. Et c'est pas de m'en faire un personnage dark et edgy, quoi. Et ben le 3, Ragnarok, mais il embrasse ce côté-là, ce côté, allez, on se fout de ta gueule, et Hulk et lui, le moment dans Avenger 1 où Hulk et lui ils se foutent sur la gueule, je trouve que là, on le retrouve un peu dans Ragnarok. Et c'est vrai que c'est des deux personnages qui sont suffisamment puissants pour pouvoir se foutre un peu sur la gueule entre eux. Donc je trouve que ça marche trop bien, quoi. Moi, je trouve que ouais, c'est les deux de Waititi là, pour moi, ils ont hyper bien marché. Ça veut pas dire que pour moi tous les Marvel devraient partir dans ce trip-là, mais c'est cool, quoi. Ça change. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En sachant que les Gardiens de la Galaxie étaient déjà partis un peu dans cette idée-là. Donc pourquoi pas que la version cosmique des Marvel, elle soit dans cet esprit-là? Moi je dis oui, moi je dis complètement banco, quoi. Donc j'ai kiffé, j'en attends plus, et on verra bien c'est la suite, quoi. Bah oui, les Gardiens de la Galaxie, au moins le un. Et puis attends, dans le 2, il y a Kurt Russell. S'il y a Kurt Russell, c'est un bon film, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein, comme par exemple Jack Burton. Et donc tout ça pour dire que là, les Marvel actuellement, la série de films Marvel actuellement, je trouve qu'il y a plein de gens qui nous disent depuis bientôt 15 ans qu'on va se lasser, que c'est le début de la fin, de toute façon tout se ressemble et tout ça. Bah, écoutez les mecs, moi j'ai pas l'impression que ça lasse. J'ai pas la sensation de me forcer à aller les voir. Euh, oui, j'ai réussi à le placer, je suis assez fier de moi. Et comment dire, et surtout, mais même s'il y avait moins de gens à aller le regarder au ciné, écoute, c'est pas grave en fait. Personne vous oblige à y aller.
pourquoi tout le monde chie sur Marvel comme ça? Que Disney ait une grosse part de l'industrie du cinéma, c'est certainement un problème. Qu'il y ait une uniformisation, pardon, de la production des gros budgets aux États-Unis, ok, mais ça n'empêche pas d'autres films de sortir. Il y a quand même des trucs assez différents qui sortent, de la visibilité. Donc arrêtez de me faire chier avec les Marvel en me disant que c'est de la merde et que plus personne va les voir, quoi. Et encore, je suis même pas sûr parce que tu vois, Marvel, les films Marvel sont de plus en plus vus. Ça veut dire que c'est pas les femmes des premiers qui aujourd'hui font le succès de Marvel actuel. C'est au fur et à mesure que les gens ont fini par faire ah bah c'est normal d'aller voir le dernier Marvel. C'est tout le monde va aller le voir le dernier Marvel. Bah ça c'est venu un petit peu avant les Avengers, les derniers Avengers quoi. On est d'accord, voilà, compétents. Pour moi, ils font tous au moins le boulot. Et comme des épisodes d'une série où, bah écoute, il y a des épisodes qui sont meilleurs que d'autres, mais ils font toujours au moins le taf. Ils font pas toujours le café, mais ils font au moins le taf. Et les séries, pareil. Et à la finale, bah écoute, moi je trouve qu'ils ont construit quelque chose de la MCU qui n'existait pas. Et à cette ampleur-là, qui portent leur truc, qui vont jusqu'au bout. Hein. Les fans sont un peu fanatiques. Je sais pas si c'est les fans qui est le problème. Je pense qu'il y a les producteurs qui sont plus à voir avec ça, quoi. Ouais, voilà, c'est une série de producteurs, c'est une série il y a une sorte de showrunner là, Phage, c'est une sorte de showrunner où le mec qui avait commencé, qui avait fait préparer tout ce qui était la phase 1 et 2, qui joue dans les Iron Man, qui joue le bras droit d'Iron Man plus ou moins là. Et ben cet acteur-là, c'est celui qui chapeautait plus ou moins Favreau, oui. Qui chapeautait plus ou moins la série de films au début, et bah, ils ont bien bossé, quoi. Il y a pas de moment où tu te dis ah non, ce film-là, il chie sur tout ce qui avait été écrit avant. Et ben ça, mine de rien, c'est du boulot de réussir ça. Alors après, on est d'accord qu'il y a pour moi des erreurs de route, genre vouloir rebooter le Daredevil, reprendre les mêmes acteurs, plus ou moins les mêmes fringues et tout ça, et vouloir faire une sorte de soft reboot alors qu'ils auraient pu intégrer les shows de Netflix de l'époque, qui sont vraiment mortels, pour moi, c'est une erreur. Ils ont bien vu que ça marchait hyper bien, que tout le monde avait kiffé ce Daredevil-là. Bah, on va reprendre l'acteur et en faire un Daredevil un peu plus friendly. Bah non, elle est là la série. Il y a un Punisher qui est bon, il y a un Daredevil qui est bon, il y a un Caïd qui défonce. Bah reprenez-le quoi. Et ben, retrouver un James Bond à l'ancienne, c'est quelque chose qui est de l'ordre du possible, dans le sens où on ne sait pas ce que ça va donner après Daniel Craig. Et là, il a fait son dernier film, Daniel Craig. Donc, qu'est-ce que ça va donner le prochain James Bond? On ne sait pas. Peut-être que ce sera beaucoup plus à l'ancienne. Après, si à l'ancienne, ça veut dire un gros con misogyne, je suis pas sûr qu'il me manque tant que ça. Si à l'ancienne, ça veut dire comment dire, une classe que seul un Écossais qui joue l'anglais peut avoir, pourquoi pas, mais ça va être compliqué de trouver un Sean Connery jeune aujourd'hui. Donc, je ne sais pas. James Bond, j'ai des bons et des mauvais souvenirs. James Bond avec une fan et une gamine, c'est quand même plus James Bond. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour moi, James Bond 007, c'est un matricule. Ça pourrait être plein de personnages, en fait. On pourrait considérer que tous les acteurs qui ont joué James Bond, c'est des gens qui ont pris le relève de cette identité-là, de cette légende-là, qui est James Bond, et qu'à la finale, c'est pas des mecs qui ont changé de gueule, c'est juste un nouveau James Bond, un nouveau 007, quoi. Mais et donc pour moi, ça pourrait être une femme, ça pourrait être un noir, ça pourrait être n'importe quoi, James Bond, du moment que euh, du moment que l'esprit du film est un peu respecté, quoi. Bon, par contre, faut que j'aille juste, je reviens tout de suite, il faut que j'aille ouvrir à mon chien qui gueule, j'arrive. C'est un super-héros, oui, oui, c'est une légende, dans les deux sens du mot. Cette légende, c'est aussi le nom des fausses identités des espions, apparemment.
Et ben pour moi, James Bond, c'est ça. Sinon, si c'était son vrai nom, est-ce qu'il dirait à chaque fois qu'il rencontre un méchant? Non, c'est un alias. James Bond, c'est un alias, comme 007. En tout cas, à mon sens, c'est ça, quoi. Après, il l'explique aussi. Le matricule 007, ils expliquent que le double zéro, ça veut dire que il a le droit de tuer et il l'a déjà utilisé. Et le 7, c'est que c'est le septième agent en circulation parmi les double zéros. Mais ça pourrait être aussi pas un grade, mais une comment dire, il pourrait y avoir eu 50 agents 007, 50 Q, 50 M. Donc pour moi, s'ils en font une gonzesse, du moment que le film est bien, je m'en fous. Et puis ça pourrait, tu sais, si elle chope du mec et elle est fait autant chier que, enfin, et elle bute après de l'avoir baisé comme lui il l'a fait pour autant de meufs, ça leur fera peut-être une petite vengeance, pourquoi pas. SAS, c'est pas un petit peu flirtant avec l'érotisme, SAS? Je confonds peut-être, hein. Mais après, pourquoi pas? Mais tu vois, je trouve que ce qu'ils ont fait avec OSS 117 et partir d'un truc qui était assez sérieux et l'exagérer à fond, comme dans les deux premiers OSS, c'est dur de faire mieux en fait. Pour moi, c'est dur de faire mieux en reprenant aujourd'hui des clichés de l'époque, quoi. Ouais, j'ai un peu peur que ce soit un peu à chier, comme les trucs de San Antonio. San Antonio, bon, mon père est fan. Moi, je suis pas très très fan, mais mon père est vraiment fan. Il a tous les bouquins de San Antonio. Mais il y a eu des BD, il y a eu des films, ça a jamais marché, quoi. Ça a jamais marché comme les bouquins. Bon, moi, je suis pas fan de toute façon des bouquins, mais quand même, ça. Mais oui, c'est à chier. Oui, bah, ça m'étonne pas par rapport à ce que tu dis. OSS 117, SAS, San Antonio, c'est de la même époque. Le début de San Antonio, c'est même un petit peu dans cet esprit assez sombre, assez sérieux. Et au fur et à mesure, ça devient de plus en plus des conneries de la galéjade et de la gouaille. À la finale, c'est pour le parler à la Audiard que mon père il aimait les San Antonio, quoi. Et il les a tous. Il y a chez mes parents, il y a une bibliothèque par chiotte, entre autres. Et la bibliothèque des chiottes du haut, c'est du San Antonio. Que ça. Et c'est une belle collecte, même si les bouquins, je m'en fous un petit peu, c'est une belle collecte. Et oui, ma collectionnite ne vient pas de nulle part, hein. Mon père collectionne les bouchons de bouteilles, mais les bouchons avec un petit personnage, une tête comment dire, en faïence, ou même des bouchons qui sont articulés, qui bougent, des machins comme ça. Et il en a des centaines, des centaines. Oui, après, sincèrement, moi je pars du principe que si le rendu définitif est bien, bah écoute, c'est cool que ça existe, même si ça me parle pas. Après, si le rendu à la finale c'est de la merde, alors que on part de quelque chose de cool, c'est dommage. Mais tu vois, regarde OSS 117, justement, ils ont repris le principe, ça ressemble pas du tout à ce que c'était, et ça part dans un autre humour et tout ça, et ça marche hyper bien. En tout cas, les deux premiers, et le troisième, pour moi, on va dire qu'il n'existe pas, hein, c'est un peu le Terminator 3 de la série, quoi. Ah, c'est dommage, c'est vrai que ça, c'est un comment dire, un petit badge à se mettre d'honneur bah, il y a une de mes photos qui sert dans un bouquin qui a dû être très édité à l'époque en plus, quoi. D'ailleurs, Norman, j'ai vu que tu avais sorti des livres. Il faudra que j'aille regarder ça. Pour l'instant, là, j'ai pas du tout le temps. J'ai trop de montagnes de livres à lire que je suis en cours. Mais un de ces jours, j'irai regarder ça. Le machin du Docteur Love. Je suis désolé si j'écorche le titre, mais ça me chauffe. J'irai regarder, hein. Beaucoup de choses sur la géopolitique. Ouais, il faut aussi se méfier des romans quand même, hein. Des fois, on croit apprendre des trucs et il vaut mieux Bon, après, toi, je sais que l'histoire, c'est ton truc, quoi, mais je me méfie. Sister Love. Voilà. Et ben, écoute, moi, ça me chauffe de regarder ça. Bon, là, de toute façon, je suis sur La Tour Sombre de Stephen King. Donc, des volumes gros comme ça, il y en a 7 ou 8. Donc, déjà, il faut que je finisse ça. Après, j'ai du Bukowski qu'on m'a prêté qu'il faut absolument que je lise. J'ai bah, tous les Strange que je chope tous les week-ends et tout ça. Donc, j'ai beaucoup de lectures sur le feu. Mais un jour ou l'autre, je regarderai ce que tu fais. Et je te dirai ce que j'en pense. Mais méfie-toi.
Je te dirai ce que j'en pense. En espérant que j'aime bien. Sincèrement, je suis pas si mauvaise critique que ça. Mais si je considère que c'est de la merde, je te le dirai. Attention. Gérard de Villiers, ouh, aïe, aïe. Le mec s'appelle De Villiers. Ah, et les De Villiers, l'histoire, c'est dur quand même, non? Voilà, la pression. Non, non, mais en vrai, il y a pas de raison que je trouve que c'est de la merde, hein. Il y a vraiment pas de raison. Mais ouais, ouais, je serais chaud de voir ça, quoi. Et c'est un cousin, Philippe de Villiers. Eh bah tiens, comme par hasard. Donc c'est un cousin, donc quelque part, ils doivent être très très proches, hein, parce que ces mecs-là, hein, dans la famille, ça fricote. Et bah, je me méfie de leur vision de l'histoire à cette famille, hein. Ils sont quand même, hein, pas hyper fiables. En tout cas, je sais pas si tu as déjà été au Puy du Fou, c'est pas loin de chez moi. Bah, le Puy du Fou, tu vas pour le spectacle, d'accord, mais tu vas pour y en apprendre sur l'histoire, ouais, c'est pas ça, hein. Beaucoup de liberté, oui, ouais, c'est un pléonasme. Ouais, disons que c'est très orienté, en plus de prendre des libertés, et puis historiquement, c'est pas ça du tout, quoi. Vikings casque à pointe, les révolutionnaires, c'est des salauds, les ventres à choux, ils voulaient sauver la France et le roi. Ah, moi, c'est ce qu'on appelle le roman national et tout ça, je cautionne pas du tout. Mais le Puy du Fou, c'est génial. C'est un beau coin et tout ça, ça vaut le coup d'aller le voir. Mais merde, ça me fait chier de filer du pognon à De Villiers. Et je te dis ça en tant que Vendéen. J'habite en Vendée depuis pas longtemps, là. Bon, je suis dans une petite boule qui déborde dans le Loire-Atlantique de Vendée. Et voilà, c'est exactement ce que j'en pense, Norman. Le spectacle est même plus que des vautours, des autoursiers, comment, des oiseaux de proie d'une manière générale. C'est génial. Je l'ai vu quand j'étais gamin, je m'en rappelle encore aujourd'hui. Et il y avait une souffleuse ou un souffleur de verre à l'époque aussi dans le petit village des artisans que ouah, je m'en rappelle encore, quoi. Mais à part ces trucs-là, et la cinécénie, il y a des gens qui sautent sur des chevaux, qui se font tirer dessus avec des flèches enflammées, des machins comme ça et tout ça. J'avoue que ça claque. Mais alors, quand écoutes les paroles, heureusement, j'étais avec ma grand-mère qui me disait oui, c'est des conneries. Elle gueulait. Mais je me dis que. Et puis, attends, c'est un truc qui fonctionne, qui fait beaucoup de pognon, quoi, et qui est basé sur je sais plus combien de bénévoles. Les cinécénies, c'est quasiment que des bénévoles, 10 000 bénévoles, alors que tu fais plein de pognon, tu as besoin de 10 000 bénévoles. Ça me fait mal au derche. Je cautionne pas du tout. Enfin bon, bref, hein, parlons de De Villiers, quoi. Et donc, du coup, je me méfie de De Villiers et sa famille en tant qu'historien. Je dis peut-être des conneries, je ne sais pas, je suis pas historien, mais j'irai à reculons quand même. Et puis en plus, si les mecs sont payés au lance-pierre, ben, c'est pas étonnant. Quand tu trouves ça normal d'avoir des gens que tu payes même pas pour faire ton spectacle, que ceux que tu payes, tu les payes que dalle, ça m'étonne pas du tout en fait. Et moi j'ai été au lycée, comment ça s'appelle, aux Herbiers, et donc il y avait beaucoup de gens qui habitaient du coin, qui l'étaient, faisaient partie des bénévoles du Puy du Fou, quoi, donc qui étaient déguisés en tavernier ou qui faisaient partie de la cinécénie ou des trucs comme ça, quoi. Et c'était normal pour eux, ça faisait partie du jeu d'être bénévole tous les ans, de donner une semaine de ton temps à De Villiers. Moi, j'arrive pas à comprendre ce truc-là, mais visiblement, c'était normal. Mais voilà, s'ils sont payés. Et il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Et bah, c'est pas normal. C'est pas normal, quoi. Comme à Disneyland. À Disneyland, ça m'étonnerait qu'ils aient des bénévoles. Après, est-ce que tu es bien payé? Ça m'étonnerait. Est-ce que c'est des boulots pas trop à la con? J'aimerais pas être dans le costume de Mickey. Je pense que celui de Spider-Man est plus facile à respirer dedans. Mais t'es payé. T'es peut-être pas bien payé, t'es peut-être considéré comme de la merde, mais t'es payé. C'est déjà pas mal. Et puis sur Twitter, j'ai vu des gens qui me parlaient d'avoir bossé à Disneyland et qui en ont des souvenirs. Bah, certainement qu'ils en ont chié, mais qui en ont quand même des bons souvenirs. Europa Park,
Alors c'est possible, mais tu vois, Disneyland, je l'avais pas fait quand j'étais gamin. Cet hiver, j'ai pu le faire avec des copains, en insistant pas mal avec des copains et des copines et leurs enfants et tout ça. Et j'étais trop joyeux, parce que moi, je l'avais jamais fait Disneyland. J'avais fait Astérix. D'ailleurs, c'était peut-être bien avec Gilles qu'on avait fait Astérix à l'époque. Et comment dire, bah, j'avais kiffé. J'ai dû le faire une deuxième fois, Astérix. Mais Disneyland, j'avais envie de le faire et je l'avais jamais fait. Et là, cette année, j'ai pu le faire. Mirapolis. Non, je l'ai pas fait Mirapolis. Non, par contre, on avait fait le désert de sable d'Hermenoville ou un truc comme ça. On a fait un Walibi aussi quand j'étais gamin. Et des trucs que j'avais kiffé, quoi. Mais je voulais voir Disneyland. Moi, j'ai toujours voulu voir une meuf déguisée en Alice et aller draguer Alice, en fait. Mais bizarrement, quand j'y étais, bah, Alice, c'était fermé. Pas de chance. Mais oui, voilà, les décors. La mer de sable d'Hermenoville, exactement. Et ben ça, c'était cool. Et il y avait une attaque de diligence et tout ça. Et ben ça, j'avais été voir ça quand j'étais gamin. Et tu vois, j'en ai encore des souvenirs aujourd'hui, quoi. Donc c'est des trucs pour moi, ouais, ça vaut vraiment le coup. Et qu'est-ce que j'avais vu aussi de gamin, un truc comme ça? Et tiens, rien que, comment il s'appelle, Nigloland, le truc des gitans, il paraît que c'est génial. Et moi, je serais hyper chaud pour y aller, quoi. On a fait un Walibi. Qu'est-ce qu'il y a? Le Legoland en Allemagne. J'irais bien voir Legoland en Allemagne. Ça doit être vraiment un kiff, quoi. Eh ben, dis-toi que c'est pas sur l'imaginaire littéraire, mais ils sont en train de travailler sur, peut-être, faire un parc à thème bande dessinée franco-belge à Angoulême, à côté d'Angoulême. Ce qui serait à une certaine logique, puisque Angoulême ne vit quasiment que grâce à comment dire, au festival d'Angoulême. Donc qu'ils fassent un parc à thème sur la BD franco-belge, ce serait logique de le faire à Angoulême. Et ça pourrait être vraiment trop cool. S'ils arrivent à avoir des bonnes licences, déjà, bon, Astérix, ils l'auront pas puisqu'il y a le parc Astérix, mais si tu peux voir Lucky Luke, des trucs, t'imagines des attractions Black Sad, des attractions avec le droit ou, enfin, il pourrait y avoir des trucs géniaux, quoi. Le zoo, Jean-Richard le matin et la mer de sable l'après-midi. Eh ben, le zoo, je l'ai peut-être fait, mais tu vois, je m'en souviens pas assez bien. J'étais vraiment gamin quand j'ai fait la mer de sable, mais je me souviens d'une attaque bah, déjà d'un désert, ce qui pour moi était un désert. Alors ça se tombe, c'était un bac à sable, hein, mais où il y a une attaque de diligence par des Indiens sur leurs chevaux et tout ça. Génial, quoi. Sur le Petit Prince, bah, c'est pareil, mais le Petit Prince, c'est petit comme licence pour faire un parc complet, je trouve. Mais après, pourquoi pas? J'attends de voir ce que ça donne. Ils ont bien fait un parc aux États-Unis, ils ont bien fait aux États-Unis, au Japon, ils ont bien fait un parc sur Nintendo qui a l'air d'être vraiment cool, quoi. Donc pourquoi pas? Attaque de train, pas attaque de diligence, exactement. Et mais moi, ça, je m'en rappelle, alors que je n'avais pas les 10 ans, quoi. J'avais peut-être 7-8 ans, quoi. Et je m'en rappelle encore de ce moment-là, quoi. Donc comme quoi, c'est des trucs qui valent vraiment le coup d'être vus quand t'es gamin, quoi. Jurassic Park Ride, ah, le Universal, il a l'air vraiment cool. Et apparemment, là, ils ont sorti un truc, une espèce de truc d'horreur qui a l'air hyper flippant au parc Universal. Ça avait l'air d'être vraiment tu dessus quand même, hein. C'est de la vraie, c'est de la vraie peur, pas de la peur type Halloween, on va dire, quoi. Bah oui, les studios Universal. Et j'avais vu les images de comment ça s'appelle, de l'attraction Waterworld, qui avait l'air vraiment cool, quoi. Ouais, King Kong, qu'est-ce qu'il y avait d'autre que j'avais vu? Parce que j'en ai vu pas mal des vidéos. Ah bah je savais pas qu'il y avait la maison de Psychose. Mais oui, les studios Universal, je trouve qu'en France, au niveau parc à thème, on n'en a pas tant que ça en vrai. Disney, parc Astérix et des petits trucs à droite à gauche. Mais quand tu vois les États-Unis par rapport, ils ont beaucoup de trucs, quoi. Donc nous, on a des petits parcs, des petits parcs d'attractions sans vraiment de thème très très prononcé. Si le Futuroscope, je l'ai fait 500 fois, je peux plus, je peux plus. C'est le truc que j'ai fait avec mes parents quand j'étais gamin et mes grands-parents qui payaient, hein, et un peu plus de sous que mes parents quand même. Je l'ai fait quand je me suis retrouvé dans mon premier lycée. Je l'ai refait une deuxième fois à mon deuxième lycée parce que j'ai fait BEP, bac pro. Et j'ai dû le refaire une fois encore avec les parents et je sais plus qui un peu plus tard. Et il y a 2 ans, on l'a refait avec ma frangine qui nous l'avait payé. C'est bien, mais j'en peux plus du Futuroscope. Ça s'est pas super bien renouvelé déjà.
Donc du coup, il y a des trucs qui font le futur des années 80, c'est les années 90, ça, wouhou, c'est des trucs qui ont mal vieilli, quoi. Et voilà, beaucoup d'attentes pour des trucs qui durent 7 minutes et qui sont pas des trucs à sensation. Donc tu as un peu cette sensation justement de bah, que ça vaut pas autant le coup, quoi. Et en plus, quand on l'avait fait, c'était en hiver, il faisait froid, il pleuvait. Donc bah, moi ça m'allait, mais les gamins c'était compliqué. Donc le dernier coup de Futuroscope, je pense que je le referai plus. Mais bon, encore une fois, c'est parce que je l'ai fait 500 fois, sinon j'aurais kiffé, c'est sûr. C'est peut-être trop sérieux. Ouais, puis tu vois, je pense que les premiers, il y a un de leurs trucs qui est le plus impressionnant, ça reste un des tout premiers qu'ils ont fait, le pavillon de la Vienne. Je sais plus s'il s'appelle encore comme ça, mais c'était le principe. Et tu as une vidéo qui date justement des années 80-90, du début du Futuroscope, et t'es dans des fauteuils, mais il y en a que deux côte à côte qui bougent ensemble. Alors, et ils bougent deux par deux, quoi. Ce qui fait que bah, ça te fait des mouvements vraiment impressionnants. Là où après, ça va être les cinémas dynamiques qu'ils ont fait après, c'est une rangée de 9 ou 12 sièges qui bougent d'un coup, quoi. Donc forcément, c'est moins énervé, quoi. Et résultat, bah, un de ceux qui reste le plus impressionnant, et en plus, il dure un peu plus longtemps, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas fait, bon, il faut que ça dure tant de minutes pour pouvoir gérer le flux et tout, machin. Donc résultat, un des mieux, bah, ça reste le pavillon de la Vienne, qui est un des tout premiers qu'ils ont fait, qui fait très ancien et tout ça. Et ben, ça reste un des meilleurs à faire au Futuroscope, quoi. Donc c'est quand même dommage. Et puis les licences qu'ils ont, bon, bah, les Lapins Crétins, Danse avec les stars ou une connerie comme ça. Ouais, autant pas avoir de licence. Bon, alors peut-être que les Lapins Crétins, ça parle aux gamins, mais bon, bof. Six Flags. Ah, Six Flags, c'est les super énormes roller coasters, c'est ça? Ah, défrisé, oui, ouais, voilà. J'en ai entendu parler. Mais aux États-Unis, j'ai pas. Quand j'ai fait la balade, moi j'étais en bus. Donc il y a beaucoup de coins que je pouvais pas faire en fait. Je pouvais me balader de grande ville en grande ville, quoi. Et c'est vrai que si je devais refaire un voyage aux États-Unis aujourd'hui, il y a un moment où je louerais des bagnoles pour aller à des endroits où j'ai pas pu aller en juste faisant du bus, quoi. Mais bon, quand tu restes 3 mois et que t'as pas énormément de pognon, bah tu fais au plus économique. Et à l'époque, j'avais trouvé un billet qui, pour les 2 mois où je me baladais, oui, par exemple, ouais. Mais pour les 2 mois où je me baladais, j'en avais eu pour je sais plus combien de dollars, et à l'époque les dollars étaient intéressants, pour pouvoir faire billet infini dans tous les États-Unis pendant 2 mois. Donc bah, je peux te dire que j'en ai profité. Quand j'avais pas d'hôtel pour le soir ou que c'était trop cher, bah, je me prenais un aller-retour qui durait 6 heures en bus et puis je dormais dans le bus. Donc donc j'ai voyagé pour pas cher et j'ai fait une belle boucle des États-Unis, mais il y a plein d'endroits où je pouvais pas aller. Genre les parcs nationaux, j'ai pas pu les faire. Et du coup, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, il faudra que je retourne aux États-Unis pour faire la suite de mon voyage, mais j'irai bien pas tout seul cette fois-ci. Justement, louer un camping-car, faire des trucs à plusieurs, ça peut être plus rigolo, quoi. L'action Back to the Future. Ouais, mais quand même. Si tu vois les, comment ça s'appelle? Si tu vois la DeLorean s'envoler et compagnie avec les bonnes musiques, ça va marcher quand même. Pardon. Et puis oui, si t'as un truc Joe aussi. Enfin, les Dents de la Mer, il me semble, à Universal. Ça doit être cool aussi. On n'a pas le nom de Zeus. Eh ben, on a ça au parc Astérix. Non, c'est pas le nom de Zeus, c'est le tonnerre de Zeus. Presque pareil. Mais c'est Great Scott, il me semble, en ricain, nom de Zeus. Great Scott. Enfin bref, on a quand même pas mal dérivé. Du coup, pour les Tortues Ninja, bah moi je dirais bien que j'ai fait un petit peu le tour. J'ai pas encore vu le film qui est sorti. C'est ça en VO, merci. J'ai pas encore vu le dessin animé là qui est sorti il y a pas longtemps, mais il avait l'air vraiment intéressant. Moi, ce que je peux vous conseiller déjà, donc c'est la BD comics, si vous l'avez jamais lu, le comics original, surtout qu'en plus il est ressorti en édition française il y a un an ou deux, donc il doit être trouvable en français. Moi je l'ai en ricain. Bon, visiblement ça risque de pas te perturber le ricain, de pas vous perturber en tout cas le ricain, mais il est sorti en français, ça vaut quand même le coup. Je vous les conseille. Le film, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour ceux qui ne l'ont pas assez vu, regardez le premier, il déchire toujours. Le fameux dessin animé des 25 ans,
Omnibus, est-ce que c'est pas celui-là justement? Ah non, moi c'est IDW. Mais Omnibus, ça me dit quelque chose, je l'ai peut-être vu. Et ben du coup, cette version-là se trouve assez facilement, pas hyper cher non plus. Et j'ai que le premier, mais déjà t'as quasiment un an de ce qu'ils avaient sorti à l'époque, et t'en as trois ou quatre volumes de gros volumes comme ça que je me choperai peut-être un jour. Mais en attendant, je vous conseille au moins le début. Si vous aimez les Tortues, si vous avez aimé le film, pour se rendre compte que vraiment ça vient, le film vient du comics quoi, du comics original. Et il y en a encore qui sortent aujourd'hui. Et comme dit Comics Ray, que vous connaissez peut-être, qui a fait beaucoup de vidéos sur YouTube et qui, maintenant que je le vois beaucoup sur Twitter, il fait plus de vidéos, mais il continue son truc. Visiblement, d'après ce qu'il me dit, d'après ce qu'il dit, les dernières BD Tortue Ninja sont vraiment cool. Les dernières en date qui sortent en ce moment, là, une série qui sort en ce moment, sont vraiment cool. Bon, moi, en ce moment, je me focalise, donc, comme je disais, sur Strange et compagnie, sur des séries que j'ai et que j'essaie de finir. Donc, je repars pas sur des nouvelles séries trop. Parce que sinon je serais pauvre, très pauvre. Mais visiblement, dans les Tortues Ninja, c'est loin d'être fini et c'est loin d'être que de la merde en fait. Ça existe toujours. Faut pas voir que Michael Bay, que ces films qui sont objectivement, c'est pas non plus des navets, hein, mais voilà. Ça s'intéresse pas au même public, je dirais. Et donc voilà. Une BD Batman et les Tortues Ninja. Oui, bah, la BD je l'ai. Et le dessin animé, je l'avais vu, j'en ai parlé vite fait, et je trouve que le dessin animé, justement, il est un peu dans la lignée des Batman animés qu'on a eu ces dernières années, et du bouquin. Donc ça vaut le coup. L'esprit est compatible. J'ai rien contre Michael Bay en soi, mais quand c'est une licence qui me tient particulièrement à cœur, je vais être plus difficile. Et pour les Tortues Ninja, ça marche pas quoi. Pour Transformers, tu me vires toute la partie avec les parents de Twitwiki, les histoires de pipi de chien, les blagues dans ce genre-là, et le truc de beauf du oh, elle est trop bonne, Megan Fox, et pourquoi pas. Il sait rendre les choses assez épiques, Michael Bay. Mais sauf que 2 heures de épique, il n'y a plus rien à épique en fait. Quoi. Donc, ouais, Michael Bay, il y a des bonnes choses. Je ne chie pas dessus pour le plaisir de chier, mais de là à. Voilà. Bad Boys, il est cool. Il y a des bonnes scènes dans les Transformers, il y a même des moments qui sont vraiment cool. Comme on disait la dernière fois, avec les musiques, là, l'arrivée des Transformers sur Terre avec la musique, ça marche trop bien et tout, mais de là à vraiment kiffer, je suis pas un fan Bay, on va dire quoi. Rock, je l'ai vu à l'époque, je l'ai pas revu depuis, donc je peux pas en juger. Je me rappelle de celui sur Pearl Harbor où il y a la bombe je me rappelle du plan de la bombe là où on la suit, qui va péter, machin et tout ça. Je me rappelle de quelques plans, comme quoi il sait rendre des trucs mémorables, quoi. Ben, ça, je peux pas lui enlever. Mais je trouve qu'il manque comment dire, il manque d'humilité dans sa façon de faire. Le mec et sa façon de faire. Déjà, oui, ça s'arrête jamais, donc c'est dur de pas faire une indigestion. Et ça a un montage que je trouve prétentieux en fait. Vouloir en mettre trop, vouloir dire vous avez vu comment moi ça pète chez moi, ouais, tout est explosif, tout est bien, machin. Il y a eu l'émission il n'y a pas si longtemps que ça là où tu as des mecs qui sont comment dire, qui sont invités dans un vidéoclub et qui montent tel ou tel film, tu vois. Et tu vois, il faut regarder celui de Brad Pitt où il va te parler des mecs avec qui il a joué, de à quel point c'est cool, à quel point il respecte le cascadeur avec qui il a tourné, à quel point ce film-là, oh, c'est bien marré, machin et tout ça. T'as envie d'être pote avec lui quand tu regardes l'épisode. Et tu regardes celui sur Michael Bay, il va soit montrer que des films à lui, ce qui est déjà quand même assez puant d'orgueil, soit montrer des films faits par d'autres en disant plus ou moins que si lui il l'avait fait, il l'aurait mieux fait ou t'expliquer que à l'époque, à celui-là où il est sorti, moi je faisais tel truc et tout. Oh, c'est fait je l'ai trouvé insupportable. Insupportable. Et pour moi, je pensais déjà qu'il manquait un peu d'humilité. Alors quand j'ai vu cette émission-là, j'ai fait ok, mais il a un ego incroyable ce mec-là. Il a un peu d'humour sur lui-même,
mais il a un ego surboursouflé, donc j'ai du mal. Bah, Michael Bay, j'ai du mal, quoi. Et si, j'ai bien aimé Pain and Gain, enfin No Pain No Gain en français. Donc avec The Rock, en disant Rock que ça m'y fait penser. Et qui est avec quasiment pas d'explosion, qui est d'après une histoire vraie, qui est complètement loufoque, mais qui est d'après une histoire vraie. Et tu sens que c'est justement tout le monde se foutait de sa gueule, il sait rien faire sans faire exploser des trucs toutes les 10 minutes, donc il a fait un film complètement à l'inverse de ça. Et ben ça marche bien. Et c'est peut-être un de mes films de Michael Bay que je trouve le moins, peut-être le mieux probablement. Je saurais pas dire, je saurais pas dire, parce que j'ai bien aimé Bad Boys 1 quand même. Je l'ai pas vu depuis très longtemps, mais j'avais bien aimé quand même, quoi. Donc bon, pourquoi pas. Pourquoi pas. Je chierai pas sur Michael Bay, mais de là à le mettre parmi mes trucs excellence, non. Non, quand même pas. Quand même pas. Je ne mettrai pas des nanars, mais ouais. Bah oui, bah oui. Parce que justement, ça m'étonne pas du tout. Je m'en rappelais plus, mais ça m'étonne pas du tout. Parce que bah, Pain and Gain, pour lui, c'était un truc qu'il l'avait fait pour montrer aux gens qu'il était capable de faire. Ouais, moi aussi, je peux les faire, vos films d'auteur de merde là. Mais c'est pas ça le vrai cinéma. Moi, pour moi, c'est comme ça qu'il l'a fait, No Pain No Gain. Et ben, sauf que lui, c'est pas ces films-là qu'il a envie de mettre en valeur. Et quand il est sur la vidéo sur Vidéo Club, déjà, il parle de Pain and Gain. Alors que la plupart des gens qui sont dans cette émission-là, ils parlent pas une seule fois de leur film. Ils parlent des films des autres, de ce qui les a inspirés, de ce qu'ils ont kiffé, de ce qu'ils ont pas du tout kiffé. Mais ils parlent d'autre chose, de cinéma, quoi. Lui, il parle de sa gueule, à ce moment-là, je faisais ça. Ah oui, je me rappelle de cette époque-là, parce qu'à l'époque, on faisait comme ça. Ah, mais moi, j'ai préféré faire ci. Oh, pouah, boursouflé. Ah, je l'ai trouvé détestable, quoi. Donc voilà, je partais peut-être avec un a priori, mais Michael Bay, on- ouais. Un excellent film de Stonewall. Emmerich. Alors, Emmerich, c'est Indépendance Day, c'est ça, hein. Donc, des films catastrophes en grande, grande majorité. C'est pas mon style de film préféré, les films catastrophes. En tout cas, Indépendance Day, il était bien fait pour l'époque, il était beau. Moi, j'avais kiffé. J'avais préféré. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ça me reviendra. Enfin, j'avais préféré d'autres films sur les extraterrestres qui étaient sortis un petit peu dans ces eaux-là, quoi. Mais il est cool. Il est cool. Will Smith, il a la classe et il commence à jouer à peu près correctement à ce moment-là. Euh, ouais, un bon petit film. Il y a des moments de bravoure. Bon, ça reste vive les ricains. Oh là là, tous les pays du monde sont incapables de faire ce que nous on a fait, donc on va leur apprendre quand même. On- hein, et puis juillet, le 4 juillet, quoi. Le jour de notre fête nationale, c'est le nom du film. Enfin bon, hein, le message est assez clair, quoi. Mais voilà, c'est pas un tâcheron en tout cas. Mais je connais pas énormément de sa filmo parce que c'est que des films catastrophes, enfin beaucoup de films catastrophes, et c'est pas ce qui me parle le plus. Stonewall. Et c'est sur quoi? À part sur l'homosexualité, c'est sur quoi? L'histoire. Bon, après, j'ai une grosse backlog de films aussi, hein, donc je te promets rien, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis ouvert à peu près tout, hein. Les films trop réalistes, souvent, c'est ceux que j'ai le plus de mal à me décider à regarder. Ça veut pas dire que je les aimerais pas. D'accord, eh ben, je connais pas. Bah écoute, je noterai ça. Pourquoi pas. Mais j'ai une grosse backlog comme j'ai une backlog de bouquins, j'ai une backlog de films et de séries et de dessins animés. On verra quand j'aurai le temps, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Si ça peut me faire changer d'avis sur ce que faisait Emmerich à San Francisco, oui, bah du coup j'imagine. Et puis à l'époque des débuts du SIDA ou des moments où il y avait eu justement tout un tas de manifs et de machins comme ça de la communauté gay aux États-Unis, il me semble me rappeler de ça un petit peu, quoi. Après, je connais très peu l'histoire des États-Unis contemporaine. C'est pas mon grand truc, quoi. Mais va voir mon live que j'ai fait avec Fred, le système des prods. Bah, envoie-moi le lien sur Twitter. J'ai pas vu énormément de tes vidéos non plus. Pareil, hein, j'ai un backlog. Un jour, je finirai par réussir à prendre le temps de lire ton livre, de voir tes vidéos et tout ça. J'ai dû voir une ou deux de tes vidéos, Yann, pas beaucoup plus. Mais pareil, quand je trouverai le temps, je m'y mettrai.
Et si c'est cool, eh ben je me remettrai certainement pas mal de suite. Et bah c'est bien, c'est une des bonnes choses, tu vois. C'est ce que j'aime beaucoup dans ce que fait Gilles, avec toute sa subjectivité qu'il peut avoir, c'est de j'aime tel type, et même si vous considérez que c'est de la merde, bah moi je vais le défendre à fond parce que je kiffe ce qu'il fait. Et ça, c'est ce que je trouve qu'on oublie un petit peu sur YouTube aujourd'hui, d'aller à fond dans sa propre subjectivité, de ses goûts en fait finalement. Je vais vous dire pourquoi il faut aimer. Tu vois, par exemple, Durandal et son principe du pourquoi j'ai raison et vous avez tort, pour moi, c'est passer complètement à côté de ce que pourrait être, ce que peut apporter une critique ciné sur YouTube, quoi. Demoiselle d'horreur, c'est parfait. Elle va te montrer ce qu'elle kiffe, ce qu'elle perçoit en plus avec une vision qui est très qui est balèze, quoi, en fait, qui est très profonde, quoi, des cadres, de tout ça. Et elle va te montrer ce qu'elle perçoit sans t'imposer sa vision du truc, quoi. Jules Verne, j'ai du mal. J'adore les histoires qu'il fait, mais j'aime pas son écriture. Comme comme Tolkien. Tolkien, son monde est génial. Se balader dans son monde, voir les personnages, les différentes races qui existent là-dedans, la magie, c'est cool. Son écriture, c'est chiant. Ah, c'est des descriptions de 3 pages. J'ai beaucoup de mal. Mais tout créateur comment dire, de films, de bouquins, de BD, à part ce qui est documentaire, tout le monde raconte des histoires. Et tu vois, Stephen King, il disait, c'est l'histoire, c'est pas celui qui la raconte. Pour moi, c'est les deux. Si t'as que l'un et pas l'autre, ça marche pas très bien. Et celui qui raconte est tout aussi important que l'histoire qui est racontée. Et on le voit bien avec les remakes. Le même film raconté par 2 personnes différentes. Donc pour un film, c'est plus le réalisateur qui raconte, selon moi. Bah, tu vas avoir des résultats complètement différents et qui peuvent être bons tous les deux ou mauvais tous les deux ou l'un génial et l'autre nul à chier. Alors que c'est la même histoire, que ça peut être même le même synopsis complètement, quoi. Donc tu as l'histoire que tu racontes et la personne qui raconte l'histoire. Et souvent, je prends comme exemple Las Vegas Parano. Las Vegas Parano, c'est pas l'histoire, c'est la façon de le raconter. C'est ce qui se passe autour. Mais l'histoire, en vrai, on s'en fout. C'est un journaliste qui va suivre à Las Vegas une course de moto dans le désert. Et il lit qu'une chambre, il se barre et il revient pour un congrès de flics. C'est ça l'histoire. Eh ben putain, tu racontes cette histoire-là, t'as pas la moindre idée de ce que va être le film. Le film, il en a rien à foutre de cette histoire-là. C'est pas du tout ce qui est intéressant. Ah, mais là, on arrive, c'est, comment dire, le héros aux 1000 visages ah, je sais, je l'ai le bouquin, je l'ai lu et tout ça, mais je sais plus comment il s'appelle. Mais oui, les histoires, de toute façon, il y en a pas 500. Et à part les détails qui changent, l'histoire telle qu'on a envie enfin, les histoires qu'on a envie de se faire raconter, c'est tout le temps les mêmes. Tout le temps, Joseph Campbell, merci. Je savais que tu l'avais. Mais alors, est-ce que c'est 100% vrai, Joseph Campbell, le coup du héros aux 1000 visages? Je dirais pas ça non plus, mais c'est vrai que tout se base sur un schéma narratif, une structure qui est la même tout le temps. Après, tu vas changer le milieu, tu vas changer les personnages, tu vas changer des détails, ce qui fait qu'on va être étonné, on va pas savoir comment ça nous mène vers ça. Mais à la finale, tu peux prendre l'archétype et le respecter, donc ce qu'a fait Lucas avec Star Wars finalement, hein, parce que il l'a dit lui-même. Campbell, il s'est basé sur le héros aux 1000 visages pour écrire son Star Wars, quoi. Pour écrire le film, parce qu'il avait déjà l'univers, tu vois. Clive Barker, ouais, mais ça, c'est un peu hors sujet par rapport à ce qu'on disait, mais oui, j'aime beaucoup. J'ai des BD de Barker. J'aime bien le premier Hellraiser, il est pas mal. Il est même assez cool. Et bah, vous connaissez sûrement Hal 236, hein, c'est pas moi qui vais vous faire de la pub pour lui, mais si tu kiffes Clive Barker, regarde les vidéos d'Hal 236 qui parlent de Hellraiser, qui parlent de ce que fait Barker. Ça va loin, c'est profond dans ce qu'il raconte, ça donne encore plus envie de se plonger dedans.
Le voleur d'éternité, je sais pas si je l'ai lu, donc je saurais pas t'en faire une critique comme ça là. Mais allez voir ce que fait HAL 236 d'une manière générale. Vous serez toujours contents. Le seul petit problème, c'est que ça te donne vachement envie d'acheter plein de trucs, de regarder des vidéos de HALT. Si tu arrives à mater ces vidéos sans avoir envie de jouer à Dark Souls ou Elden Ring, sans avoir envie de lire La Maison des Feuilles, lisez La Maison des Feuilles, c'est génial. Toi qui aimes beaucoup lire, Yann, La Maison des Feuilles, c'est un labyrinthe littéraire, dans tous les sens du terme. Tu t'y perds pour l'histoire, tu t'y perds pour la façon dont c'est écrit, tu t'y perds même. Alors, faudrait que je te sorte des pages et que je te montre. Tu as même des moments où tu vas avoir un mot par page écrit à des différents endroits pour te faire ressentir que d'un coup, tu es dans un espace immense avec très peu de choses. Et il y a des moments où il va y avoir des trucs qui vont être écrits en bleu. À chaque fois qu'il y a maison d'écrit, ce sera écrit en bleu, comme si tu pouvais cliquer dessus, tu vois. Et c'est un voyage de ouf. Donc, lis ce livre, tu vas halluciner. Et ensuite, plutôt qu'avant, regarde la vidéo d'Al 236 et tu verras qu'il aura certainement découvert des trucs que toi, tu n'avais pas encore vus, sans doute. Et c'est génial, c'est des trucs de ouf. Tu as un carré noir à un moment dans une page blanche, un grand carré noir sur un livre imprimé, c'est quand même pas souvent, en fait, qui symbolise le fait qu'il y a quelqu'un qui est en train de regarder dans un trou. Mais ça va pas être dit clairement, c'est, regarde ça. Daniel Ouski, oui, ça doit être ça. Pendant un moment, il était très dur à trouver. Moi, j'étais tombé, je l'ai lu avant que Al 236 en parle, et mine de rien, je pense que il l'a fait rien qu'en parlant, ça a été plus compliqué de trouver le bouquin après, parce qu'il y a plein de gens qui cherchaient mais il a été réédité ou il va être réédité dans peu de temps, donc il coûtera pas cher. Enfin, un prix normal de bouquin. Donc, sautez dessus, il n'y a pas de bonne excuse. Pendant qu'on est en train de parler des bouquins, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller vraiment? Moi, j'aime beaucoup King, mais ça sert à rien de conseiller du Stephen King. Umberto Eco, le mec du nom de la rose, il a fait un truc qui s'appelle Le Pendule de Foucault. C'est dur à lire, mais putain, c'est bon, quoi. Donc voilà, lisez des livres, lisez des BD, quoi. Matez des films. Ah oui, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas que t'aies lu. Mais donc la Maison des Feuilles, ça vaut vraiment le coup. Par contre, c'est un gros pavé quand même, quoi. Donc si t'as déjà une grosse backlog, c'est pas évident le pendule. Les premières pages, c'est bonjour, on va te parler de la théorie de mathématiques de comment un pendule il oscille. Moi j'avais 12 ans, j'ai fait oh, c'est un des rares livres, j'ai calé 2 ou 3 fois et à chaque fois je m'y suis remis 2 ou 3 ans plus tard et j'ai recommencé et j'ai fini par réussir à le lire. Et quand j'ai fini par le lire et que je l'ai reposé dans donc une des bibliothèques d'un des chiottes de chez mes parents, ma mère elle m'a fait ça y est, t'as réussi à le lire. Ça fait des années qu'on te voit le commencer et que tu n'y arrives pas et là ça y est, t'as réussi à le lire. Et elle a jamais réussi à le lire, elle peut pas. Mon daron a dû le lire aussi. Si dans les bouquins de science-fiction d'un mec qui est pas très connu, mais qui mériterait des années 70 et tout ça, qui mériterait à fond, comment ça s'appelle Le monde du A. Van Vogue. Ça, c'est un type que je sais pas pourquoi, on n'entend jamais parler, mais pour moi, il est presque aussi fondateur que Dune, enfin que Herbert, comment dire, Blade Runner et compagnie. Ah, Van Vogue, je suis content de savoir qu'il y a des gens qui connaissent quand même. Et Van Vogue, c'est génial. Pour de la science-fiction, comment ça se fait qu'on n'en entend pas plus parler? Je ne sais pas. Bref, quelle heure est-il? Parce que moi, il va falloir que je vous laisse, les amis. Bah oui, 10h14. Il va falloir que je vous laisse. En tout cas, c'était très cool, encore une fois. Je suis très content d'avoir ces petits moments où les slans, c'est génial. Mais t'as les armureries d'Ichière, tout le cycle sur les armureries et sur le monde de Abar, là, de A. Pour moi, c'est ces deux masterpieces, quoi. Les deux sont en 2 ou 3 bouquins, il me semble. Et ça marche trop bien. Ça marche trop bien. Il y a un côté politique, dystopique. Il y a un côté science-fiction brute. Ça va être de la hard science-fiction, quoi, mais ça marche trop bien. Donc, Van Vogt, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez les classiques de science-fiction, et voilà. Et Asimov, tu vois, pour moi, Asimov, bien sûr, c'est le papa.
Mais je comprends pas que Van Vogt soit pas au moins un peu aussi connu qu'Asimov. Je comprends pas. Et Asimov, tu vois, il y a eu plein de, comment dire, de reprises plus ou moins de ce qu'il a fait, mais je comprends pas il y a jamais eu personne pour reprendre complètement ce qu'il faisait. Ils ont essayé là sur Apple TV, ils ont sorti un truc sur les fondations d'Asimov. Mais pour l'instant, ça s'éloigne un peu, c'était pas mauvais, mais je retrouvais pas ce que j'avais lu dans Asimov. Donc pour moi, ça vaut encore un- pourquoi il n'y a pas eu des films sur les cycles des robots? Surtout maintenant qu'ils font des grandes fresques à la MCU, pourquoi ils n'ont jamais fait les robots d'un côté, les fondations de l'autre, et puis hop, tout se recoupe sur la fin? Les mecs, il y a de l'or à se faire là, quoi. Bah, la série, je sais pas où elle part. J'irai jusqu'au bout et peut-être que ça va me surprendre dans le bon sens, mais pour l'instant, je sais pas où ils partent. Ils s'éloignent presque un peu trop. iRobot, c'est très très proche du cycle des robots, mais en oui, très librement adapté. Et sinon, tu as l'homme bicentenaire aussi, avec Robin Williams, qui est aussi une adaptation d'Asimov. D'une petite nouvelle d'Asimov, ils ont fait tout un film. Donc si tu recoupes tous ces trucs-là, tu as un truc d'Asimov relativement en film, relativement épais, on va dire quoi. Mais un truc qui se, comment dire, qui va directement faire le cycle des robots d'Asimov, les fondations d'Asimov, et qui essaie pas de tourner autour du pot, bah je comprends pas qu'il n'y ait pas. Pour moi, ce serait complètement logique, quoi. Mais bon, hein, c'est pas moi Hollywood. Ah, excusez-moi, mais là, j'étais trop sec. Bon, bah ce coup-ci, je vais vraiment y aller. En tout cas, les gars, merci d'avoir été là jusqu'au bout. Comme d'habitude, je remettrai une rediffusion sur YouTube pour s'il y en a qui sont venus en cours de route, qui ont envie de le montrer à d'autres, machin et tout ça. Bonne soirée à tout le monde. Merci, Norman. Et puis, j'essaierai de faire un truc, pas forcément toutes les semaines, minimum toutes les 2 semaines. Donc faire des trucs dans ma chambre un peu comme ça, où on commence sur des trucs que j'ai dans ma collection, dans sa chambre qui vont parler de la collection de X ou Y. Donc Yann, on voit ça ensemble et puis on essaie de se faire un truc intéressant. Norman, pareil, si toi tu as une idée comment dire, d'une pièce de ta collection qui peut amener et surtout comment toi tu l'as rencontré. Et voilà, ça me va très bien. Et puis derrière, je pense que pour les dans sa chambre, donc ceux qui parlent plus de vos collections à vous, on va partir sur un. D'abord, tu me montres une partie de ta collection qui a un thème bien particulier, qui veut dire quelque chose. Donc, par exemple, mes VHS enregistrés, ça me va très bien. Et en deuxième partie, on parlait d'un film qui nous parle à tous les deux, même si on n'est pas d'accord sur de quelle manière il nous parle, mais qu'on connaît tous les deux, histoire de pouvoir en causer un petit peu, tu vois. Euh, et donc, ça, je compte en faire avec s'il y a des gens motivés, en fait, tout bêtement. Et donc, ces deux formats-là, tu des dans ma chambre qui parlent plus de mes collègues, en fait, et des dans sa chambre qui parlent de vos collègues à vous. Ça me paraît intéressant. Donc, on va essayer d'en faire toutes les semaines, tous les 15 jours plutôt, quoi. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous manifester sur Twitter, en MP, en public, je m'en fous. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de comment se sont passées les émissions, que je me perfectionne un petit peu. Comme je vous disais, je vais essayer, dès que possible, d'avoir un peu mieux que juste ma gueule en plein écran. Je trouve que c'est pas hyper intéressant, donc au moins avoir un overlay, avoir comment dire, des petits badges qui clignotent quand X ou Y, avoir le chat qui défile ou des machins comme ça, que ce soit un peu plus vivant, un peu moins moche, quoi, tout bêtement. Et dès que je pourrais mettre ça en place, je mettrai ça en place. Et puis voilà, quoi. Moi, ça me plaît bien, donc je vais essayer d'en faire un peu plus. Eh ben, écoute, Yann, avec plaisir. Bon, j'y vais vraiment parce que je dégueule de flotte là, j'en peux plus. Enfin, je gouline. Et à bientôt tout le monde. C'était un plaisir comme toujours. Et on se revoit bientôt dans ma chambre ou dans la vôtre. Allez, salut tout le monde.